Alors, on continue avec la table ronde. Alors, je vais proposer donc, les gens qui participent à la table ronde ont reçu quelques questions et je propose à Carole Sève de commencer. Et donc, Carole Sève, tu es donc instructrice générale de l'éducation physique et donc, on t'interroge, voilà, quelles sont tes réactions à l'écoute des résultats? Quel constat fais-tu avec tes collègues de l'inspection générale sur le sujet? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a des pistes d'action discutées? Et puis, sachant que l'objectif fixé est de 40% de filles dans les filières scientifiques, qu'est-ce qui serait possible, selon vous, ou selon toi d'abord, d'envisager pour la filière STAPS? Ok. Voilà. Tu as 10 minutes, tu es toute seule, donc tu gères ton temps comme tu veux. Donc 10 minutes pour répondre à tout, ça va être un petit peu compliqué, mais je vais déjà répondre à la première question. Et avant tout, quand même, je vais remercier Cécile et Marie pour cette présentation très riche. Et je vais profiter aussi de ce moment pour remercier Annick Davis. Je ne sais pas si elle nous entend, mais moi, je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Et je voudrais sincèrement la remercier pour son engagement dans cette thématique de la pratique sportive féminine. Bon, voilà, c'était juste. Alors, en préambule, moi, je vais simplement reprendre un des derniers résultats qui a été présenté par Cécile et Marie, à savoir que l'enquête démontre une forte corrélation pour les filles qui ont choisi STAPS entre ce choix et les encouragements. Et je vais commencer par cette question. Est-ce qu'on doit vraiment encourager les filles à aller en STAPS et pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut sembler, on va dire, un peu naïve, un peu provocatrice, mais je pense qu'il faut quand même bien la poser parce que bien souvent, on part du constat, il y a plus de jeunes garçons que de jeunes filles dans les STAPS, il y a plus de lauréats que de lauréates au CAPEPS, il y a plus de jeunes garçons aussi dans les métiers du sport, pour en déduire cette stratégie, on va dire, de rééquilibration. Alors oui, c'est inquiétant, ce déséquilibre, notamment en termes de modèle de sportivité que l'on donne à voir. Enfin, je reprendrai simplement les derniers propos de Cécile. Mais est-ce que ça justifie le fait de forcer, entre guillemets, l'orientation des jeunes filles vers les STAPS? Donc ça, c'est vraiment la question que je pose. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment très intéressant et indispensable d'aller voir du côté des jeunes filles avec ce genre d'études pour essayer de comprendre pourquoi elles sont si peu nombreuses en STAPS, voir si c'est vraiment une forme d'autocensure qui serait socialement construite ou si derrière, c'est des éléments plus personnels et que voilà, il faut aussi respecter ce choix, même si j'ai bien compris dans le cadre théorique que nous proposent Marie et Cécile qu'il y a quand même l'idée que ces choix ils sont fortement induits socialement. Donc voilà en préambule, et j'aimerais maintenant insister sur deux éléments qui m'ont vraiment marqué dans cette étude. Le premier, c'est cette notion de sportivité subjective. Et j'ai vraiment apprécié cette notion et j'ai trouvé vraiment intéressant de la faire fonctionner à côté de celle de sportivité objective. Je trouve que ça donne vraiment des nouveaux éclairages. Et j'ai été étonnée aussi de voir que qu'à sportivité objective égale, à la sportivité subjective était plus faible chez les jeunes filles, enfin sur le niveau moyen. Enfin, c'est vrai que ça m'a interrogée. Et c'est vrai que ça me semble être un résultat à creuser. Donc, j'ai bien perçu, compris les éléments d'interprétation qui sont apportés chez Cécile concernant la division sexuée du travail sportif. Enfin, je ne vais pas tout dérouler, mais je pense qu'il faut vraiment y aller, comme vous le dites, avec des entretiens pour la suite. Et j'ai été également surprise de voir que la note d'EPS n'impacte pas pour les jeunes filles leur perception de leur sportivité. Et ça m'a interrogée parce que je sais que nous, à l'inspection générale, c'est quand même un axe fort que l'on travaille, que l'on discute entre nous, avec l'idée que c'est important d'équilibrer les moyennes entre les garçons et les filles en EPS, même si dans d'autres disciplines scolaires, c'est vraiment pas leur souci. Nous, on y est sensible. Et au niveau de l'institution, entre guillemets, on essaie de faire jouer, on va dire, différents leviers. Donc, vous les connaissez, mais je les rappelle. Déjà, les formes de groupement, des APSA dans les champs d'apprentissage et qui permettent de poser des contraintes programmatiques.
Alors, c'est des choix qui font toujours un peu grincer parce qu'on sait bien que les formes de groupement qu'on propose, elles n'ont pas vraiment de pertinence au niveau culturel et social. Mais d'un autre côté, ça permet quand même de poser des contraintes programmatiques qui amènent les équipes pédagogiques à diversifier, on va dire, quand même les pratiques proposées, avec l'idée que les pratiques vont mieux répondre, on va dire, à la diversité des appétences des jeunes filles et des jeunes garçons. Et puis également, l'autre levier qui fait grincer, mais qu'on essaye de mettre en avant, c'est l'ouverture à des formes de pratiques diverses et d'autoriser aussi, et même d'inviter les enseignants à s'éloigner de la pratique sociale de référence, non seulement pour l'enseignement et la formation, mais aussi pour l'évaluation. Et moi, j'ai l'impression, alors c'est partagé par certains collègues, mais pas tous, que c'est nécessaire de faire évoluer cette notion de pratique sociale de référence pour un sport quand on voit un peu les stratégies des fédérations. Je prends simplement l'exemple du tennis de table. Actuellement, le tennis de table s'ouvre à des formes de pratiques alternatives pour toucher des pratiquants qui sont plus intéressés par une pratique, on va dire, de type loisir que compétitif. On essaye également au niveau des tennis de table de promouvoir des formes de pratiques du style fit ping, ping tonic, qui seraient plus en phase avec les attentes des femmes parce qu'effectivement, il y a très très peu de femmes qui sont licenciées en tennis de table. Et du coup, quand je vois ce mouvement qui existe dans le mouvement sportif, ça m'interroge aussi sur le fait qu'en EPS, on puisse trop recourir et s'appuyer sur les pratiques sociales supposées de référence. Quand en plus on connaît le profil du sportif, c'est voilà, derrière ce profil, ce qui se cache, c'est un homme jeune actif. Donc voilà, c'était une petite digression, mais enfin, je trouvais que c'était important. Et puis après, pour revenir sur les notes, effectivement, d'essayer de bien comprendre, même si on arrive à équilibrer les moyennes, pourquoi les jeunes filles n'arrivent pas à atteindre l'excellence en EPS lorsque les garçons y parviennent. Bon, là, il faudrait peut-être certainement se faire interroger aider par les chercheurs. Donc voilà pour le premier élément. Le deuxième élément que j'aimerais relever quand même dans cette étude, c'est la pertinence, j'ai trouvé, de s'intéresser à la fois sur les raisons du choix, mais aussi du non-choix de l'orientation en STAPS, notamment pour les sportives. Et là, ce que j'ai perçu, c'est qu'à sportivité objective importante, les filles s'orientent autant que les garçons, enfin, il n'y a pas de différence, et que les filles sportives qui ne vont pas vers les STAPS déclarent que ce n'est pas parce que c'est réservé aux garçons. Et ça, j'ai trouvé ça rassurant, même si j'ai bien perçu aussi les nuances qu'ont pu apporter Cécile et Marie par rapport à ce résultat, on va voir si ce n'était pas non plus un discours trop convenu de la part des jeunes filles. En tout cas, moi, ça m'amène à revenir à ma première question et à me dire que l'enjeu, c'est peut-être et certainement avant tout d'encourager les jeunes filles à s'engager dans une pratique physique ou sportive régulière plutôt que de les encourager à aller en STAPS. J'ai l'impression que voilà, le problème, enfin le nœud, il est d'abord là avant que de les orienter vers les STAPS, puisque là, effectivement, vous l'avez bien noté, il y a un réel enjeu social que de permettre à ces jeunes filles d'investir cet espace de pratique physique et sportive, qui est un lieu d'émancipation, d'autonomie, de bien-être physique, psychologique, social, enfin, vous en êtes tous convaincus. Et là, effectivement, l'EPS a un rôle à jouer, mais pas que. Là, il faut vraiment s'aider, s'appuyer ou appuyer d'autres partenaires, que ce soit les collectivités territoriales ou le mouvement sportif, d'arrêter un peu chacun de se positionner, pas en concurrent, mais en partenaire par rapport à cet enjeu. Et nous, à notre niveau, dans l'inspection générale, le point sur lequel on va être très vigilant l'année prochaine, ça va être cette spécialité, effectivement, EPS qui se met en place et qui... Elle ne remplace pas, comme Christian l'a dit, ça ne remplace pas l'enseignement de complément, mais bon, on va dire que ça substitue. Et on va essayer de faire en sorte qu'elle mobilise, enfin, on va essayer de faire en sorte, on va voir si elle mobilise autant les filles que les garçons, avec l'idée que ça peut être un parcours aussi privilégié pour les jeunes filles pour s'orienter vers les STAPS, comme l'était l'enseignement de complément,
Mais là, effectivement, ça va être à discuter avec la C3D. Et ça, c'est voilà, je pense qu'on se voit la semaine prochaine à ce sujet. Alors nous, on n'a pas vraiment de cible précise, mais ce qu'on aimerait quand même, c'est de se dire que il y a au moins 40% de filles dans cette spécialité EPS. Alors 40%, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons qu'on se cale un peu sur les enseignements scientifiques. Donc voilà rapidement un peu mes réactions par rapport à ce qui nous a été présenté, et en sachant que pour nous, au niveau de l'inspection générale, c'est un enjeu aussi, mais nous, l'enjeu, il est plutôt sur la pratique des jeunes filles, la pratique physique des jeunes filles, que sur l'orientation en STAPS, qui est plus du ressort de l'enseignement supérieur, même si on aimerait qu'il y ait plus de jeunes filles qui sortent au CAPEPS. Donc voilà. Eh bien, merci, Carole. On va tout de suite passer, je vais tout de suite passer la parole à Aurélien et Pierre. Donc voilà, vous avez 10 minutes tous les deux, vous vous débrouillez comme vous voulez pour essayer de respecter les temps, pour répondre aux mêmes questions en fait que Carole. Hein. Qu'est-ce Oui. que... Voilà, je ne les répète pas, c'est les mêmes questions. Merci. Je remercie encore une fois Cécile et Marie pour cette présentation et puis la masse de données accumulées sur laquelle je pense de bien d'autres résultats intéressants pourront découler. Je vais peut-être commencer par quelque chose qui m'a rassuré. C'est pas de caricature genrée sur les STAPS. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que vous avez montré avec toute la limite potentielle, c'est que la filière STAPS n'est pas perçue comme masculine, que ce soit par les garçons ou par les filles. N'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas le cas. Et ça, je dirais que c'est un bon début parce que ça veut dire que, bon, on a peut-être un peu moins de travail à faire pour limiter l'influence, on va dire, de non-attractivité chez les filles. Ça me rassure aussi parce que, de fait, on ne pourra pas, nous, agir totalement sur la partie éducative et culturelle de la différenciation entre les hommes et les femmes. Et je pense que, comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure, certes, on peut essayer de favoriser l'accès des femmes aux STAPS, mais on ne peut pas, comme disait tout à l'heure Carole, les forcer dans une orientation professionnelle qui ne leur conviendrait pas du fait de l'influence culturelle et sociale globale. Si je prends pour constat les orientations ensuite, une fois que les femmes sont rentrées en STAPS, comme vous l'avez dit, elles sont très très nombreuses en activité physique adaptée et santé. Elles sont équilibrées, entre guillemets, au regard du pourcentage en éducation et motricité, ce qui montre encore une fois les volontés éducatives et de participation des femmes, donner du temps pour les autres, s'engager dans quelque chose, peut-être encore plus que les garçons. Et elles sont bien moins nombreuses en management du sport et surtout en entraînement sportif. Ce qui m'a questionné, moi, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas, du fait de leur position, entre guillemets, de dévalorisation de leurs compétences que vous avez abordées vis-à-vis des hommes qui sont plutôt sur la surestimation ou qui sont bien moins humbles vis-à-vis de leurs compétences, un positionnement des femmes sur une certaine forme de protection vis-à-vis du positionnement social du métier futur? C'est-à-dire qu'on se sent suffisamment capable, entre guillemets, face à un public en besoin, un public qui va chercher de l'éducation, et en même temps aller faire du management, faire de l'entraînement et être plus sur quelque chose de directif, eh bien ça conviendrait peut-être moins aux femmes. Je suis pas du tout sociologue et c'est pas du tout mon champ de recherche, mais c'est une question que je me suis posée en regardant les résultats. Et puis, là où je suis assez d'accord avec une des remarques qu'il y a eu tout à l'heure, être sportif, c'est pas forcément travailler dans les métiers du sport. Et ça, on le dit à chacune des portes ouvertes, c'est pas parce qu'on est passionné par le sport qu'on doit forcément faire un travail dans les métiers du sport. Il y a des sportifs qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont boulangers, qui sont menuisiers, peu importe, je dirais. Et il faut avoir une vraie appétence pour l'intervention sur face-à-face pédagogique, sur cette exposition sociale. Et cette exposition sociale, on a beau faire dans la culture, elle est moins mise en avant chez les femmes, et peut-être que l'humilité globale genrée a une influence là-dessus. Et puis, les filles sont quand même globalement plus scolaires et elles réussissent mieux.
On le voit très nettement chez nous dans les enquêtes de réussite en STAPS, dès la L1. Et de fait, comme on voit les résultats que vous avez, si j'ai des bons résultats, je ne vais pas en STAPS. Peut-être qu'elles ne vont pas en STAPS parce qu'elles espèrent une meilleure insertion professionnelle. Alors là, vous le savez tous, enfin j'espère, mais on n'a pas à rougir en STAPS d'insertion professionnelle. Hein. C'est plus de 82% d'insertion professionnelle, toutes mentions confondues à l'issue de la licence, et c'est plus de 90% d'insertion professionnelle à l'issue du master en STAPS. Donc on n'a pas à rougir des autres branches, entre guillemets, tout au moins universitaires, voire même certains diplômes qui se présentent comme étant des diplômes professionnalisants. Ensuite, c'est un petit peu la question que j'avais tout à l'heure. Le biais culturel lié à la perception de sa sportivité, je pense qu'il est lié aussi à la culture sportive des femmes, hein, qui est très nettement influencée. Les femmes sont moins sportives. Alors, pas de ce que j'en connais sur les statistiques, hein, pas lors de la petite enfance et ou jusqu'au collège, quoique, parce qu'encore une fois, l'influence culturelle, on va plutôt dire aux garçons de continuer à faire leurs bêtises et à sauter partout, à grimper dans les arbres. Et puis les petites filles, il ne faudra surtout pas qu'elle se blesse ou autre. Et puis ensuite, c'est très exagéré au collège et encore plus au lycée. Donc, de fait, peut-être que comme la plupart de nos candidats rentrent quand même parce qu'ils ont une appétence pour l'environnement sportif, cette non-pratique va avoir un biais pour la rentrée en STAPS. Donc, si on veut agir, il faut agir directement sur la pratique des filles avant la fin du lycée. Alors, c'est bien entendu, si je reviens à la fin de la question, puis Pierre, je te laisserai bien entendu compléter, comment arriver à 40% par exemple de présence féminine. Aujourd'hui, on est un tout petit peu en dessous de 30%, même si Parcoursup a fait un peu de bien au début, puis là, on a l'impression que ça simplifie un peu, en tout cas sur les résultats récents qu'on a à la C3D. On y réfléchit au CA. En même temps, on a fait quelques tentatives. On a valorisé les notes d'EPS chez les femmes parce que même si il y a des orientations pour corriger les différences hommes-femmes, on voit très bien que nous, sur les statistiques nationales, les femmes et les filles sont moins bien notées en EPS que les hommes. Donc, on compense ça sur Parcoursup de façon à les remettre à niveau. Et sachant qu'elles sont un petit peu plus scolaires, on favorise l'entrée des filles en STAPS. Ça, c'est une première chose qui peut expliquer qu'on en a un petit peu plus quand même à l'entrée. Et puis ensuite, moi, j'étais d'une génération où dans mon lycée, il y avait des slogans, et je m'en souviens, c'est pour vous dire que ça devait être présent dans les couloirs. C'était marqué « C'est technique, c'est pour elle ». Et c'était pendant plusieurs années, c'était pour féminiser l'attractivité aux métiers techniques et les métiers scientifiques. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'engage collectivement sur voilà, c'est sportif, c'est pour elle, parce que en effet, peut-être que on ne s'engage pas dans un métier où on voit que des hommes en face à face. Si on a de plus en plus de professeurs d'EPS masculins, si les entraîneurs sont tous masculins, etc., on n'aura pas envie de venir. Donc peut-être qu'il faut qu'on agisse globalement à la source pour dire voilà. Même si a priori pour l'instant vous n'êtes pas positionné ou vous ne vous envisagez pas dans ces métiers-là, c'est quand même possible. Je crois que j'ai rien oublié sur ce que je voulais vous dire. Je vais laisser Pierre compléter. J'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas regardé l'horaire. Merci. Juste un élément quand Cécile ou Marie parlait. Bien sûr, il y a l'avion qui passe. Parlait de figures inspirantes et puis aussi de formes de pratique dont parlait Carole. Je crois qu'on a un travail qui est en cours dans toutes les filières STAPS, mais en EPS, dans les fédérations sportives, sur effectivement déconstruire des stéréotypes en utilisant des formes de pratique. On fait beaucoup de vidéos, enfin bon, les concours EPS sont très significatifs de ce point de vue-là. Dans les formations, on n'avait que des vidéos d'hommes, et puis on a mis des vidéos de femmes à titre comparatif presque, voire même comparatif dégradant. Et puis dans nos réflexions, maintenant, on est sur des formes de pratiques qui sont faites par des hommes, qui sont faites par des femmes, avec de la mixité, etc. Et y compris, ça renvoie à ce que dit souvent Aurélien, c'est qu'on doit être ciblé sur nos compétences de diplôme liées aux prérogatives. Le DUG qui est très précieux pour nous, par exemple pour les filières STAPS, mais les autres diplômes, notamment où il y a de l'intervention, mais pas seulement, c'est quand même la capacité à intervenir, à gérer des groupes, à proposer des contenus et pas forcément à être sur des niveaux de performance sportive, quoi. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'être MNS pour faire de l'aisance aquatique. Donc il y a ces notions
figures inspirantes, moi, je les ai trouvées, très, très parlantes. Et juste un autre élément, mais qui est sous-jacent et parfois explicite dans les données que vous traitez ou qui vous restent, on va dire, peut-être à corréler avec d'autres, c'est la problématique des territoires et puis aussi des lycées et des typologies de lycées. Ça parlera à Cécile, la filière stat, depuis cette année, n'est plus interdite du lycée de centre-ville de Chambéry, où il y a des prépas. Voilà, désormais, il y a de l'accès possible. Donc, il y a aussi des lycées qui préorientent, etc., et qui renvoient, on va dire, à la dimension spiralaire des construits sociaux, culturels que vous connaissez bien. En tout cas, merci encore pour tout ce travail. Eh bien, merci Pierre et Aurélien. C'est au tour de Isabelle Collet. Donc, je vais te laisser te présenter. Je crois que tu es spécialiste de l'informatique, mais donc on te pose des questions qui ne sont pas exactement les mêmes. Évidemment, ta réaction par rapport à ce que nos collègues ont dit, et puis tes constats dans ton secteur, femmes et informatique, et puis quel levier d'action vous avez envisagé, vous? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis prof de sciences de l'éducation à Genève et je suis effectivement informaticienne de formation initiale. Je travaille sur les questions de genre en informatique. Et je pense que c'est une espèce de revanche du karma qui fait que souvent les gens des STAPS m'invitent à parler dans leur table ronde parce que je suis une non sportive pratiquante assidue et je suis beaucoup de programmes intellectuels, hein, à défaut d'autre chose, en vous fréquentant. Plein de stéréotypes sur les sportifs et les sportives, même si je me soigne. Et je dis ça en préambule parce qu'on a tous et toutes plein de stéréotypes. Et alors, j'espère que vous serez beaux joueurs, Aurélien, mais quand vous dites on peut être sportif et faire un autre métier comme médecin, ingénieur, boulanger ou menuisier, ou assistante sociale, infirmière, éducatrice de jeunes enfants. C'est bien vrai. Spontanément, la première idée qui nous vient, c'est souvent un stéréotype. Et si on n'est pas entraîné à les détecter, à se reconnaître, hein, on l'a dit. Et en fait, il faut passer à la deuxième idée souvent. Mais ça, c'est un peu de l'ordre d'une autosurveillance personnelle. Et donc, j'ose même pas penser à ce que je vais vous projeter comme stéréotype sur les sportifs et les gens qui sont en STAPS. Mais voilà. Alors, quand j'ai écouté cette présentation fort intéressante, j'ai mieux compris ce que je faisais là parce qu'effectivement, on peut faire pas mal de liens entre les filles et les sciences, les femmes et les sciences et l'informatique. Et en particulier, le fait que les notes ne sont pas prédictives des orientations. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît en maths et en sciences. Les notes des filles ne sont pas prédictives. Les notes des femmes et des lycéennes, je reprends l'expression de Cécile qui fait très bien de nous rappeler à l'ordre sur le fait que fille, c'est infantilisant, ne sont pas prédictives de leur orientation. Pour vous donner un tout petit exemple parlant sur pas grand-chose, mais j'ai un collègue à l'université de Fribourg qui a fait un sondage auprès des étudiants, l'équivalent des lycéennes de dernière année, celles qui vont passer l'équivalent du bac en Suisse, pour savoir quelle moyenne il fallait au minimum en physique pour pouvoir se permettre d'aller faire l'université en physique. En Suisse, on note sur 6. Et les filles ont dit qu'il fallait… la moyenne des réponses des filles était sur une note de 5,5 sur 6. Et la moyenne des réponses des garçons était sur une note de 4,5 sur 6. Donc, avec cette idée qu'avait montré déjà depuis longtemps Marie Durubella, que les garçons sont perçus, les élèves garçons sont perçus comme étant des sous-réalisateurs brillants, qui en clair, ils ne bossent pas beaucoup, mais le jour où ils s'y mettront, ils vont devenir extraordinaires, alors que les filles font tout ce qu'elles peuvent, et que là, puisqu'elles sont bonnes élèves, dociles, elles font tout ce qu'elles peuvent, et donc leur note, c'est le max de ce qu'elles peuvent produire, elles l'intègrent, et ils l'intègrent, et donc les lycéens ont beaucoup d'espoir avec 4,5 et les lycéennes beaucoup moins avec 5,5. Donc ça… Alors, je ne dis pas que les efforts pour aligner les notes sont inutiles, hein, évidemment. Au minimum, il faut déjà commencer par là, mais simplement, la note ne suffit pas. Et ça se voit aussi quand une grosse expérience de psychosocial a interrogé
des garçons et des filles, alors cette fois de 6 ans ou de 4 ans, 5 ans, sur qu'est-ce qu'un un élève très très intelligent, est-ce que c'est un garçon ou une fille, comment il se représente davantage. Alors voilà, quand on décrivait un élève très très intelligent dans une histoire, à partir de 6 ans, les garçons pensent que c'est un garçon et un certain nombre de filles pensent que c'est un garçon. Et quand on demande si un élève très très intelligent a des bonnes notes ou qui aurait les meilleures notes, les garçons ou les filles vous disent en substance que les filles ont plutôt des meilleures notes, mais c'est plutôt les garçons qui sont très très intelligents. C'est-à-dire que les résultats scolaires ne sont pas un indicateur de l'intelligence et éventuellement de la sportivité, si je fais un parallèle. Alors ensuite, j'ai eu des interrogations par rapport à ce qui était dit. La première interrogation, c'était quand j'ai lu les… Effectivement, j'ai trouvé ça très optimiste pour les STAPS de voir que les items qui étaient annoncés étaient des items qui représentaient plutôt pas mal les métiers des STAPS et ce n'était pas simplement courir vite et taper dans un ballon, enfin des choses très primitives, mais vraiment très détaillées. En informatique, ce qu'on a très bien vu, c'est que quand le métier était perçu non plus comme des tâches d'exécution, mais des tâches d'ingénierie, de mathématiques, des tâches de prestige, il s'est masculinisé. Alors, est-ce que le reclassement, j'en sais rien, hein, mais c'est une hypothèse, est-ce que le reclassement d'un métier comme quelque chose à la fois de plus intellectuel, de plus complet, de plus, je sais pas, de plus scolaire ou de voilà. Est-ce que ce reclassement, est-ce que ça aurait une influence sur sa masculinisation, telle qu'on l'a vu en informatique? Dans ce cas, bonne chance. Voilà, c'est pas facile à enrayer. Quelque chose qui m'a frappé, c'est que le mot compétition n'était pas présent dans vos nuages de mots. Et alors, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de nous dire que les filles étant naturellement, biologiquement moins compétitives, c'est pour ça qu'elles n'aiment pas alors remplacer les maths, le sport, l'informatique, aller savoir quoi. Alors que curieusement, elles aiment bien Veto et les écoles de commerce, alors que c'est ultra compétitif. Donc, ce serait le prétexte pour expliquer. Alors, sur cette histoire de compétition, il faut arrêter tout de suite. Les filles n'aiment pas la compétition quand elles pensent qu'elles vont perdre. Mais ça, c'est humain. C'est-à-dire tout le monde dans une situation où on pense qu'on n'est pas à chance égale, on trouve que la compétition, c'est pas intéressant, c'est pas sympa. Et ce sentiment de rentrer dans une compétition, les femmes et les hommes l'ont aussi bien à partir du moment où on a l'impression qu'on joue à jeu égal, c'est-à-dire qu'on a des vraies chances de gagner. Il y a un grand absent de toutes nos conversations jusqu'à présent, je trouve, et qui va avec, la pratique sociale de référence, qui pose un certain nombre de problèmes, comme ça a été dit précédemment. C'est ce qu'il faut accepter quand on est femme dans un milieu sportif de la part des hommes. Il n'y a qu'à voir ce que prennent les arbitres, les femmes arbitres, le jour où elles ont le droit d'arbitrer un match avec des hommes, ce que se prennent les femmes coachs et ce que se prennent d'ailleurs les sportives dans les pratiques sociales de référence. Alors maintenant, les journalistes arrivent à se tenir, mais on a quand même un certain nombre de propos violents, sexistes, machistes, insultants, enfin détestables. Et pour le coup, on a à peu près la même situation dans certains contextes d'informatique où on a des filles en informatique qui disent « Non, non, mais moi j'aime bien, c'était sympa, j'aime bien les études, mais à cette ambiance-là, plus jamais. Et c'est pour ça que je m'en vais. » Et dans le sport, si elles regardent, pour le coup, l'ambiance dans les pratiques sociales de référence et également… alors attention, je ne dis pas que tous les mecs sportifs sont des gros machos, pas plus que tous les informaticiens ne sont des gros machos, mais ce n'est pas des safe space. Et que peut-être on aura un peu plus de filles, de femmes dans les contextes sportifs, quel qu'ils soient, métier, d'accompagnement du sport ou le sport lui-même, si on arrivait à faire de ces endroits des safe space. Et c'est vrai aussi pour les questions des LGBT-phobies. Et le dernier point, j'en ai encore deux, mais je vais complètement déborder. Vous m'arrêtez si je parle trop. Le deuxième point, c'est sur le rôle modèle. Alors, je trouve, en sciences, parce qu'on me renvoie sans arrêt, il n'y a pas de rôle modèle en sciences, il faut qu'il y ait plus de rôle modèle pour qu'il y ait plus de filles. Je n'ai trouvé aucune étude, ni française, ni internationale, qui me montre clairement que les rôles modèles, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, quand des rôles modèles, ça a éventuellement une influence auprès de personnes qui sont déjà engagées
et ça les conforte, et ma foi, c'est pas si mal. Par contre, que ça générerait des vocations, j'ai aucune étude qui le montre de manière déterminante. Par contre, les sciences sont beaucoup moins populaires que le sport, évidemment. Donc, ce que je vous dis pour les sciences, peut-être que ça ne marche pas du tout pour le sport, parce que les disciplines sociales de référence sont extrêmement présentes dans le monde social, et peut-être que pour le coup, ça vous ferait plus de contre-rôle modèle, ou plus de problèmes que ça ne servirait d'attracteur, je ne sais pas, même si on a vu par exemple que certaines tenniswomen ont fait beaucoup pour, par exemple, la cause LGBT aussi. Donc, c'est compliqué de faire le parallèle sur cette question des rôles modèles pour les sciences. Et le dernier point, c'est est-ce qu'il faut peindre le sport en rose pour y attirer les filles? Bon, bah, c'est la même chose que s'il faut peindre la science en rose pour attirer les filles. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que si on remaquille un sport ou une science, alors ça c'est un exemple que j'utilise très souvent avec les deux, le sport et la science. Si on le remaquille pour montrer qu'en fait c'est super girly, c'est mignon, et puis ça permet plus de charme, plus une allure plus élégante, de perdre du poids ou je ne sais pas quoi. Donc si on remaquille, et c'est pareil pour les sciences, en quelque chose de plus girly, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a le sport ou la science qui est pour tout le monde, mais non en fait, parce que si on en fait une petite rubrique repeinte en rose, ça veut dire que ceci est la science ou le sport pour filles, et tout le reste qui devrait être pour tout le monde, devient pour garçons. J'ai une magnifique image d'une planisphère avec des océans en rose clair et des terres rose foncé pour intéresser les filles à la géographie, à la Terre, à des choses comme ça. Ben, quand vous faites une planisphère avec des océans roses et des terres roses, vous êtes en train de dire que l'autre, la normale, entre guillemets, elle devient pour garçons. Et donc, c'est le même phénomène qu'on a pour les sciences en général ou pour le sport aussi, c'est-à-dire vous convoquez les stéréotypes au moment où vous aimeriez les évacuer et vous êtes en train d'expliquer que les filles n'ont accès au sport que pour une rubrique beaucoup plus restreinte. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Isabelle, on savait pourquoi on t'invitait, mais on n'est pas déçus. Hein. Écoute, je passe la parole maintenant à Lucille et Sonia pour le groupe égalité du SNEP. Et puis ensuite, on pourra, voilà, vous pourrez réagir et peut-être on donnera la parole à Cécile et à Marie pour qu'elles aient une première réaction, puis un deuxième tour de parole. Vas-y Lucille, ou Sonia en l'occurrence. Vas-y Sonia. D'abord un remerciement sur l'immensité du travail réalisé et puis sur la qualité également de l'étude qui est très intéressante et qui donne un diagnostic, pour nous, un appui vraiment solide avec des données objectives pour être une base de réflexion pour le SNEP et nos mandats, qui viennent en tout cas confirmer qu'il y a du travail à faire pour aller vers davantage d'égalité. Et ces travaux nous permettent aussi de cibler des priorités à envisager pour plus d'égalité au sein du service public d'éducation et d'enseignement supérieur, puisqu'il nous semble qu'il y a vraiment là une phase de réflexion à avoir sur un cheminement général qui doit se tenir de bout en bout pour faciliter l'égal accès aux STAPS, en allant vers plus d'égalité de manière générale pour toutes et tous sur tout le cursus scolaire. Donc de vraiment tenir les deux. Et la nécessité également de populariser au maximum ces recherches pour montrer que comparativement aux garçons, les lycéennes se sous-évaluent, on fait confiance en elles, et je crois que c'est un élément important pour que les profs de PS, profs de sport soient aussi conscients de cela pour construire ensemble des pistes de travail et des solutions. Donc, pour répondre à la question que posait Claire sur les revendications qu'on peut avoir pour aller vers plus de mixité dans le métier, alors de manière générale, après Lucille, il viendra sur l'analyse par rapport au travail de recherche. Mais en effet, ces résultats nous renforcent, nous, dans nos objectifs sur les leviers de l'action syndicale à mener, puisque pour nous, l'égalité s'apprend et elle nécessite la déconstruction des rapports de domination.
et de leur corollaire des stéréotypes de genre qui sont producteurs d'inégalités. Donc à la fois en hiérarchisant ce qui est considéré comme féminin et masculin, le système de genre assigne filles et garçons à des études, à des loisirs, à des pratiques sportives et à des rôles sociaux différenciés. Et on a, au sein du système scolaire, un rôle à jouer. On contribue aussi, comme la famille, les pères, à reproduire des inégalités entre les sexes. Et donc, de l'école à l'université, en essayant de mener toute la chaîne, on va dire, on a un rôle pour participer à la prise de conscience de ces mécanismes et de promouvoir cette égalité filles-garçons, hommes-femmes, et lutter contre toutes les formes de discrimination. Avec l'idée que les élèves en mixité ne soient plus assignés à ces catégorisations sexuées, naturalisées et hiérarchisées, comme on en a déjà parlé. Donc l'enjeu pour nous, en tant que syndicat de transformation sociale, c'est de mettre en mouvement en EPS, comme ailleurs, une mixité réfléchie qui reste à inventer pour s'orienter vers une égalité sans condition, qui va nécessiter de repenser toutes nos pratiques professionnelles, à la fois scolaires, à travers les contenus pédagogiques, didactiques, d'orientation également, dont bien sûr font partie des STAPS, nos pratiques également évaluatives, et puis ce qui nous semble aussi très important, de formation des personnels pour prendre conscience de la place que tient le genre et devenir plus vigilant aussi à ces inégalités, voilà, pour penser et mettre en action cette égalité à tous les niveaux comme une mission émancipatrice de l'école. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail de vos résultats, il y a plusieurs points qui nous ont interpellés. Parmi ceux-là, il y a la question des filles qui se considèrent plus souvent moyennement sportives, même avec d'excellentes notes à l'EPS. Alors, pour nous, ça pose la question de la mise en place de la surreprésentation des compétences méthodologiques et sociales à l'EPS. On se pose la question du lien qui peut être fait par les filles quand on surinvestit des compétences méthodologiques et sociales en EPS par rapport à l'aspect moteur. Est-ce que finalement, on ne renforce pas l'idée des filles que même si on est compétent en EPS, ça ne veut pas dire qu'on est compétent en sport. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là que le SNEP a mis en place des programmes alternatifs dans lesquels, finalement, on ne s'oriente pas vers des pratiques, un équilibre de programmation qui sous-entendrait qu'il y a une essentialisation des pratiques plus féminines ou plus masculines, mais bien un accès à toutes les pratiques pour tout le monde, avec un traitement qui puisse permettre aux filles et aux garçons de pouvoir apprendre et se considérer comme plus sportifs, pour les filles en particulier. Le deuxième élément, c'est la prépondérance qui ressort dans l'enquête et qui va, à l'approche de notre prochain congrès, susciter des débats aussi intéressants sur les mandats du SNEP, sur l'enseignement de complément, l'option de complément qui réduit l'écart de sportivité subjective et qui est un élément déterminant dans les choix d'orientation en STAPS pour les filles. Donc, de fait, va se poser la question de la mise en place des quotas dans ces enseignements de complément, puisque si les filles, par les phénomènes d'autocensure que vous avez décrits, par les phénomènes de dévalorisation qu'on connaît sur les études du genre, effectivement, ont tendance à ne pas investir ces dispositifs, et que ces dispositifs sont déterminants pour leur orientation en STAPS, il faut qu'il y ait des politiques volontaristes pour qu'elles y aillent davantage. Et pour nous, ce n'est pas les forcer à aller en STAPS, mais bien créer les conditions pour accéder à une égalité réelle et pas une équité supposée. Voilà, c'est vraiment une égalité sans condition que l'on recherche. Le troisième élément, c'est sur le milieu social. Pour nous, c'est aussi un mandat du SNEP. Vous avez dit que bon, ce n'était pas la majeure partie de l'étude, mais on a quand même relevé que plus l'écart, que plus le milieu social était favorisé, plus l'écart de sportivité était gommé. Donc, ça pose aussi la question de l'implantation de dispositifs particuliers dans tous les établissements scolaires, y compris dans les lycées professionnels. On se rend compte souvent que ces dispositifs particuliers sont dans des gros lycées de centre-ville, par exemple, avec des publics déjà très favorisés. Et donc, si on veut minorer cet effet, il faut se poser la question de l'implantation de dispositifs, que ce soit des enseignements de complément, des enseignements de spécialité,
quelle qu'en soit l'appellation finalement, partout, que ce soit en collège, en lycée, général, techno ou pro. Alors, ce qui nous a aussi interpellés et surpris, c'est que la filière STAPS n'était pas perçue comme une filière pour les garçons, ce qu'on aurait pu ne pas penser a priori. Et c'est aussi ce qui nous fait penser que l'instauration de quotas à l'entrée en STAPS serait intéressante à discuter pour inciter les filles qui se dévalorisent et qui se sentent moins compétentes à avoir une politique volontariste, tout en entendant très bien le fait que instaurer des places pour les filles et pour les garçons renforce ce qu'on appelle la bicatégorisation, tout ce que vous avez décrit au début. Mais pour nous, ça pourrait être ce qu'on appelle un mandat intermédiaire en vue d'arriver plus tard vers un objectif d'égalité sans condition. Et puis, je ne sais pas si on a encore le temps, Claire, c'est 2 minutes. Pour nous, apparaissent aussi, par le biais de vos travaux, l'importance de la formation, que ce soit les professeurs de PS ou l'ensemble de la communauté éducative, puisqu'on a vu que c'était souvent suite à des découragements de profs d'autres disciplines qu'arrivaient ces phénomènes de dévalorisation. Et du coup, on se pose aussi l'idée d'un mandat qui irait dans le sens d'une formation obligatoire aux questions d'égalité pour tous les enseignantes et enseignants, quelle que soit la discipline. Parce que, comme l'a dit Sonia tout à l'heure, une fois qu'on a pris conscience des pratiques qui reproduisent des stéréotypes malgré nous, on arrive à trouver des solutions pour y remédier. Mais bien souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on reproduit. Et qu'on soit femme ou homme, ce n'est pas la question, mais c'est bien de lever, d'avoir une lecture objective qui permette de lever ces a priori, ces freins, ces stéréotypes pour pouvoir les dépasser. Et donc se pose aussi la question de la formation. Merci Lucille. Avant de redonner la parole aux intervenants de la table ronde, je vais peut-être donner la parole à Cécile ou Marie, ou rapidement les deux, ou voilà, une ou l'autre. Prenez pas trop de temps pour que les gens aient le temps de on va essayer de reparler une deuxième fois. On a 1 heure d'avance sur tout le monde, donc on va essayer de jouer le jeu. Moi, j'ai envie de rebondir à 3 choses, parce que tu m'as donné peu de temps, et je vais essayer de les relier. La première chose qui me semble importante, c'est ce qu'a dit Carole Sève, finalement, quand elle dit, finalement, pourquoi faut-il œuvrer à emmener plus de filles en STAPS, quoi. Je crois que c'est vraiment une bonne question. C'est une question politique. Ça renvoie pour moi, alors Carole, je vais la poser autrement. Pourquoi faut-il œuvrer à déconstruire la division sexuée du travail, quoi? Pourquoi faut-il œuvrer à déconstruire ces orientations sexuées qui font qu'on a 90% des infirmières et par contre les chefs de service hospitaliers ou les chirurgiens sont sans doute dans la même proportion ou pas loin des hommes. Donc c'est une vraie question politique. Et là, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des débats dans les études de genre et notamment toute l'approche que j'ai qualifiée déjà tout à l'heure, qui est l'approche matérialiste, qui a montré effectivement le coût que ça avait pour les femmes, cette division sexuée du travail. Aujourd'hui, cette division sexuée du travail, elle met en précarité 50% de l'humanité. C'est-à-dire que c'est la division sexuée du travail qui fait que les femmes sont massivement investies dans des métiers qui, symboliquement et financièrement, rapportent moins que les métiers dans lesquels les hommes sont investis. Et on peut faire le parallèle avec les pratiques sportives. On va dire qu'il y a des fédérations sportives aujourd'hui qui comptent plus de 80% de femmes. Ce sont des familles d'activités liées à la mise en scène de son corps, aux activités d'entretien globalement, et qui sont des activités qui sont peu médiatisées, qui sont peu connues, et qui sont dans l'économie du sport qui ne comptent rien, qui ne comptent pas. Par contre, les activités dans lesquelles les hommes sont massivement investis sont des activités qui sont médiatiquement valorisées et qui, dans l'économie du sport, comptent. Donc, la division sexuée du travail et du travail sportif, c'est une question importante. Et c'est un positionnement politique important à avoir. Du coup,
Oui, c'est ça, et de lutter du coup contre les hiérarchies. Du coup, le problème, c'est pas de savoir s'il faut forcer les filles à aller en STAPS. Je crois, ni Marie ni moi, à aucun moment nous avons dit ça. Par contre, moi, je reviens à la question principe que posait Annick Davis. Faut-il être sportif? Et cette réponse, qui était de la part d'Annick positive, au sens où, en tout cas, il faut que l'école permette d'offrir des choix, de permettre aux filles de s'émanciper. Aujourd'hui, on a un système de genre, donc un ensemble de normes qui amène les filles et les garçons à choisir des orientations donc, différentes, qui sont hiérarchisées, d'accord, qui font qu'il y a moins de valeur dans les orientations que prennent les filles que dans les orientations que prennent les garçons. L'exemple en STAPS. Aurélien, tout à l'heure, tu disais que massivement, les filles en STAPS prennent la voie de l'APA et de l'enseignement. Mais oui, mais typiquement, elles prennent la voie du care, quoi, du soin, qui sont les métiers qui sont les moins valorisés sur le plan financier et sur le plan de l'accès au pouvoir. Ce sont des métiers qui ne comptent pas dans cette hiérarchie-là. Donc, c'est problématique. Et enfin, pour finir là-dessus, la division sexuée du travail sportif, elle est problématique parce que du coup, dans les filières peu investies par les femmes qui se retrouvent en minorité se retrouvent souvent en danger. Là aussi, je le dis très clairement. Il y a une étude de la DAREF en 2016 qui a montré que dans les filières où il y avait moins de 30% de femmes, eh bien, il y a un fort impact sur l'augmentation des violences sexuelles, sexistes et des mises en danger des femmes dans ces milieux-là. Donc, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas anecdotique de se poser cette question politique, effectivement, de la réduction de ces déséquilibres, non pas en forçant les gens, mais en offrant des possibles enviables pour tous et des conditions de sécurité à aller effectivement dans ces filières-là. Et ça renvoie bien sûr, mais là je passerai, à la question des stéréotypes et à la déconstruction de ces stéréotypes. Et donc, du coup, ça doit nous questionner sur la façon dont on veut les déconstruire. Moi, j'adhère totalement à ce qu'a dit Isabelle Collet tout à l'heure sur Repeindre en rose, quoi. Voilà. Et la question des formes de pratique, bah, attention, dans la mise en avant de certaines formes de pratique, ça peut être aussi une façon de reproduire des stéréotypes où on enferme les femmes au secteur de la reproduction de formes et du développement de l'esthétique. Quand pendant ce temps, on invite les garçons à aller performer sur les activités. Et quand on sait que dans le monde social et professionnel, la question de la performance, elle n'est pas évacuée, voilà, on sait clairement qu'on handicape potentiellement les filles en les invitant pas à aller vers ce secteur. Marie, tu veux prendre la parole tout de suite ou... En quelques secondes, pour simplement abonder dans le sens de ce que disait Cécile sur cette question de faut-il finalement forcer les jeunes femmes à aller en STAPS. Je pense que la question, c'est surtout la question d'un principe de justice sociale et d'égalité, je risque le terme de liberté dans les choix d'orientation, alors qu'on a parlé beaucoup de construction sociale. C'est finalement permettre à chacun et à chacune de s'orienter en fonction de ses compétences, alors en fonction de ses goûts. On sait que ces goûts sont socialement construits, mais c'est dépasser aussi, donner l'occasion de dépasser cette autocensure. C'est vraiment ce qui nous semble essentiel. Autocensure, personnellement, ou auto-dévalorisation, mot que je n'aime pas, parce que finalement, c'est une façon assez classique depuis 40 ans, hein, et d'ailleurs très clairement utilisée par des gens qui développent des postures antiféministes, de dire bah, c'est la faute des femmes, quoi. Finalement, si elles n'y vont pas, c'est que c'est leur faute, elles n'osent pas, alors on va faire peut-être du coaching. Non, c'est un système qui se traduit par des processus effectivement d'orientation, qui se traduit aussi par des normes hétéronormées. J'ai dit tout à l'heure, la façon de finalement de mettre en place tout un ensemble de normes hétéronormées qui apprend aux filles à performer la féminité pour pouvoir exister dans un groupe. Ben ouais, mais performer la féminité, dans ce cas-là, ça va être dans le soin, être dans le passif, être dans la séduction, c'est-à-dire tout ce qui ne compte pas dans le marché du travail, économiquement parlant. Et donc, il y a le terme d'égalité sans condition qui émerge dans les discours. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'aller vers cette égalité sans condition et pas cette égalité sous condition de performer sa féminité ou ce rôle féminin. Merci Marie-Cécile. Comme quoi, dès qu'on nous donne la parole. Oui, mais ne t'inquiète pas. Par contre, il est prévu que Carole, Aurélien et nos intervenants reprennent au moins une fois la parole. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Carole, tu veux commencer? J'active le micro, la vidéo. Oui.
Ok, non, ben je ne peux qu'adhérer aux propos de Cécile. Enfin, effectivement, on peut remettre en cause la division sexuée du travail et il faut la remettre en cause. Maintenant, moi, ce que je remets en cause également, c'est les valeurs qui sont dominantes, quoi. Pourquoi dans le modèle sportif, ce qui prédomine, c'est forcément la performance, la compétition, la gagne. On peut aussi se dire que le modèle sportif, ça pourrait ne pas être que ça, que les métiers, ce n'est pas forcément les métiers de la performance qui doivent être reconnus socialement, mais que les métiers du care, ils doivent être aussi reconnus socialement et valorisés financièrement, parce que je crois qu'ils sont reconnus socialement, mais ils ne sont pas valorisés. Enfin, moi, c'est plutôt ça que je remettrais en cause. Et que pourquoi le jokari, ça serait moins intéressant que le tennis de table. Enfin, je sais pas, moi, j'ai été sportive de niveau, j'ai eu l'impression qu'on m'a contrainte presque. Et sincèrement, je préfère jouer en échangeant la balle que jouer pour gagner. Et c'est ça, enfin, moi, je remettrais plutôt ça en cause en disant pourquoi ces modalités de faire, elles ne sont pas aussi valorisées socialement que d'autres. Donc voilà. Après, ouais, non, c'est tout. Après, je suis d'accord sur ce que dit, ce que mettent en avant, on ne force pas, enfin, c'est pas l'enjeu, c'est pas de forcer, je suis d'accord là-dessus, enfin. Mais c'est comment faire effectivement, pour offrir une réelle liberté de choix. Et pour moi, la liberté de choix, elle est aussi en mettant à égale dignité différentes manières de faire, là où on a quand même des modèles qui sont quand même survalorisés socialement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aurélien, tu veux réagir? Oui, je veux bien réagir. Merci, Madame Collet, pour les remarques. J'aimerais rebondir sur l'histoire du reclassement des métiers dans le secteur de l'informatique qui ont freiné l'accès aux femmes. Alors, j'aimerais dire le contraire, mais je n'ai pas l'impression que le STAPS soit réputé, très valorisé dans l'environnement social. Pour faire simple, tous les métiers du sport dans l'imaginaire, n'importe qui peut les assurer. N'importe quel pilier de barre peut être sélectionneur national. Et en gros, on a quand même une grosse dévalorisation de nos métiers et de nos compétences dans la mentalité générale. C'est ce qui peut-être explique, alors j'ai été très optimiste tout à l'heure, je vais être peut-être un peu moins ici, que ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires ne vont pas spontanément en STAPS malgré l'insertion professionnelle et parce que peut-être qu'on les dissuade quand même un petit peu d'y aller parce que voilà, c'est pas un métier extrêmement valorisant. Il vaut mieux être médecin, alors féminin cette fois-ci, ou infirmière peut-être, ou conductrice de TGV plutôt que d'être enseignant d'EPS, entraîneur, parce que ce sont des métiers aussi qui sont fractionnés, qui sont difficiles, où il y a un emploi le week-end, le soir, etc. Et de fait, je vais me rassurer quand même en disant que bon, ce reclassement positif des métiers du sport, aujourd'hui, il n'a pas vraiment lieu. On va dire que le Graal pour l'étudiant qui rentre, c'est quand même d'être enseignant d'EPS. Et quand on voit la dévalorisation aujourd'hui des métiers de l'enseignement, on reste l'un des seuls concours de la fonction publique et d'enseignement pour lequel il y a encore une concurrence notable. La plupart des autres sont bien moins attractifs que les nôtres. Alors ça, on peut se rassurer de cela. Mais d'un autre côté, on peut quand même se poser la question de combien de temps ça va durer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des filières d'enseignement pour lesquelles il y a un peu plus de candidats ou bien plus de candidats que de places, que de candidats qui ont réellement le niveau ou qui sont vraiment motivés par cela. Donc je dirais que ça me paraît assez peu probable et donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'après ce que vous me disiez parce qu'autrement c'est dur de lutter contre cela. Donc j'aimerais bien vous entendre un peu plus sur ce point-là si vous permettez que je vous pose la question parce que voilà, s'il y a un effet positif sur lequel on peut jouer sur la féminisation, c'est toujours une bonne chose. Si j'ai bien compris votre positionnement. À toi, Isabelle. Alors, à moi. J'ai fait la transition. J'ai essayé. Merci. Alors, en fait, dans ce que vous dites, c'est une vraie question que je me pose. Alors, j'entends bien que monsieur, madame, tout le monde interviewé dans la rue vous dit que le prof de sport, ses principales compétences, c'est de siffler dans un sifflet et de jouer à la baballe, et que n'importe quel pilier de barre peut être entraîneur. Ouais, ça, Mais chez les étudiants et les étudiantes, je me demande si ça ne change pas.
En tout cas, c'est ce qu'on a un peu le sentiment quand on voit les propos, enfin les termes qui ressortent. Et c'est pour ça que je me suis dit, si ça se trouve, il n'y a pas une revalorisation. C'est une bonne nouvelle, hein. Je veux dire, on peut pas dire, oh là là, faut surtout pas valoriser parce qu'on va plus avoir de filles. Non, oula, demande-moi cette idée. Et je me demande aussi le fait que, comme vous dites, c'est à peu près un des derniers où il y a encore de la concurrence. Ça veut dire que parmi les métiers d'enseignement, celui-là est concurrentiel, donc il est prisé. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec sa masculinisation? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je peux juste regarder ça depuis l'informatique, où là, on a très, très clairement vu que l'informatique prend plus de place et plus de pouvoir dans le monde social. En 20 ans, ça s'est terriblement masculinisé. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point on va faire le parallèle. Et en tout cas, on m'a dit qu'à mon deuxième tour de parole, ce serait pas mal que je parle des quotas. Donc, je me suis dit, allez, vu qu'il y a une première balle qui a commencé à rebondir au début, allez, ce coup-ci, on y va, on met le feu. Alors, là encore, je parle d'informatique. Moi, je considère que les quotas, c'est une solution intellectuellement désagréable et insatisfaisante, mais pratique et pas chère. À ce titre. Comme je ne pense pas qu'on va faire la révolution tout de suite, et je suis d'accord que la révolution, c'est ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire mettre à bas le système de genre, c'est-à-dire arrêter avec cette hiérarchie. Alors j'espère que je le verrai de mon vivant, mais je ne suis pas sûre. Par contre, tant qu'on n'a pas fait ça, le quota, eh ben, ça marche. Ce que je veux dire par là, c'est que quand à l'ENS, il y avait 2 ENS, une ENS en maths pour les garçons et une ENS en maths pour les filles, tous les ans, on sortait autant de mathématiciens que de mathématiciennes. Le concours d'entrée était commun, mais les places étaient réservées. Et la moyenne des femmes qui allaient à l'ENS était quasi identique à la moyenne des hommes qui allaient en ENS. Donc, on ne faisait pas une sous-ENS bon marché parce qu'on avait mis ce quota, vu que les résultats étaient à peu près équivalents. Ces femmes sont entrées à l'université, elles ont fait de brillantes carrières de mathématiciennes et d'informaticiennes, et maintenant qu'elles partent en retraite, on voit à l'université une diminution du nombre de mathématiciennes ou d'informaticiennes parce que ce vivier-là, il disparaît. Des écoles, alors j'ai 2 exemples d'écoles d'informatique qui sont passées en 3 ans de 12% comme tout le monde à 30 à 40%. Donc déjà, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre l'espace d'une génération, comme on me le dit souvent, ce qui, surtout à 50 ans, ne me satisfait plus du tout. Mais pour pouvoir changer les choses, l'une d'entre elles, elle a entièrement repensé son système de recrutement, d'enseignement, d'organisation, de profs. Elle a fait un énorme boulot, elle n'a pas mis de quota, ça marche. Mais elle a mis les moyens et elle n'a pas hésité à secouer un certain nombre de représentations chez les gens en leur disant « Ok, on ne va plus faire comme ça, ce que tu penses être le bon, le seul, le vrai informaticien, peut-être c'est autre chose, etc. etc. » Il faut être prêt à faire ça. Et après, elle a dit « On est une meilleure école à tout point de vue, et pas que pour les femmes. Cette façon de nous repenser nous a rendus meilleurs. » Ok, ça c'est ce que je préfère, évidemment, en tant que chercheuse, c'est ce que je préfère. L'autre école, elle n'a pas forcément fait, c'est en Norvège, NTNU en Norvège, elle n'a pas forcément fait de très bons diagnostics, mais en tout cas, elle a estimé que pour changer la structure de son école, il fallait qu'elle change sa population. Et donc, elle a recruté sa promo comme d'habitude, normalement, et les 30 places supplémentaires qu'elle a ouvertes, elle n'a pris que les femmes de la liste d'attente, à condition que la moyenne des 30 supplémentaires ne soit pas inférieure à la moyenne générale du recrutement à l'université. Donc, elle n'a pas bradé son diplôme, mais par contre, sur les 30 personnes venant ensuite, en estimant que la censure sociale avait davantage freiné les filles que les garçons, les étudiants et les étudiantes arrivaient à ce niveau-là, un coup de pouce était de se dire, bon, ben, arriver à ce niveau-là, aller chercher les 30 femmes venant ensuite, ça permettait un petit peu, tout au bout de la chaîne, de compenser un peu cette censure sociale. Le quota, ils ont dû donc oui, c'est un quota aménagé. Ils l'ont fait ouvertement, ils l'ont fait en l'expliquant, parce que faire des quotas honteux, c'est catastrophique. Voilà. Et puis au bout d'une dizaine d'années, il n'y a plus de quotas et il y a 40% de filles. Bon, et puis contre les quotas, ce qu'on dit finalement, c'est ah ouais, c'est ça, toi tu es là parce que tu es une fille, versus tu as des bonnes notes parce que tu es une fille, ou encore ah ouais, bah, j'ai bien compris, pour être recrutée, il faut être une fille, blablabla. Bla, bla.
Ça, il faut être clair. Vous l'entendez qu'il n'y ait ou qu'il n'y ait pas de quota. C'est en tant qu'informaticienne, dans mon jeune temps, j'ai entendu « Ouais, alors un petit sourire et puis c'est bon, c'est comme ça que ça passe » ou des trucs de ce genre, avec ou sans quota. Et c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui. Les filles qui sont 2 sur 40 en filière d'informatique en Suisse, on leur dit « Ah ouais, j'ai compris, donc pour avoir un 6, il suffit d'être une fille. » Voilà. Donc, il n'y a pas de quota. Hein. Donc, de toute façon, une femme compétente dans un milieu à domination masculine, quand elle réussit, de toute façon, on soupçonne son incompétence et on soupçonne qu'elle est là, qu'elle réussit ou qu'elle est reconnue pour d'autres raisons qu'on préfère ne pas expliciter. Bon, donc à ce moment-là, moi je dirais quitte à prendre, hein, autant faire un quota. Lucille ou Sonia, vous voulez réagir? Oui, une réaction, bah, 2, comme d'habitude. Oui, 3. Tout d'abord, sur la première partie, je suis complètement en accord avec ce qu'a dit Isabelle Collet et sur le problème de l'essentialisation. Hein. L'important, c'est que chaque personne se sente légitime à aller vers tous les domaines, quels qu'ils soient. Donc, d'ouvrir le choix des possibles. Donc, ça en fait partie sur ces questions d'égalité, hein, et sur le sport, le PS, de manière générale. Et sur les quotas, ça semble être une piste donc, que nous, on a vraiment en réflexion, comme quelque chose d'intermédiaire, mais qui peut-être seul n'est pas suffisant. Donc on va vraiment mener de pair avec, en effet, ce qu'on fait en EPS en formation, et à la fois donc réfléchir, hein, comme on l'a dit, sur les contenus, sur les évaluations, sur voilà, mener toute cette logique-là, et également l'importance de la formation des enseignants. Oui, ben moi je voulais revenir sur la question posée par Carole Seb, une petite précision sur pourquoi des femmes en STAPS. Moi, cette question me semble fondamentale, hein, au-delà évidemment de déconstruire la division du travail. On est quand même dans un champ spécifique qui est celui de l'éducation, et on l'a rappelé tout à l'heure au groupe égalité quand même. Pour nous, on pense que l'égalité, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et je pense que l'accès des femmes en STAPS, enfin, nous pensons que l'accès des femmes en STAPS, il y a 2 intérêts. Il y a favoriser l'accès des filles en STAPS, mais il y a aussi un retour sur investissement. Parce que le retour sur investissement, les femmes, non, le terme est mal choisi, hein, mais il en demeure pas moins. On a parlé de la question de la formation initiale, et ça interroge les contenus qu'on propose aux jeunes filles lors de leur scolarité en EPS, et aussi les contenus pédagogiques. Hein. Des études ont démontré que quand même, les contenus proposés sont fortement masculinisés dans leurs valeurs. Et donc, on pense aussi que les femmes ont un rôle à jouer dans cette question de transformer aussi les contenus qui sont proposés. Si on se retrouve avec des professeurs d'EPS qui sont exclusivement masculins, même s'il faudra aller interroger leur formation initiale, le rôle aussi des femmes à jouer en tant que femmes enseignantes auprès des garçons et des jeunes filles dans leur scolarité est fondamental. Donc cette question, pour moi, il faut la creuser. Et si on a encore un peu de temps? Comment? On peut encore intervenir? Alors, ce qui est prévu, là, tu vas pouvoir intervenir, mais ce qui est prévu maintenant, c'est que, sauf si un intervenant de la table ronde veut encore prendre la parole, on va ouvrir le débat avec la salle. Et puis, j'aurais aimé que quelqu'un aussi réponde à la question. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé la question: comment inciter les garçons et les hommes à avoir aussi envie de changer le système? Donc, si quelqu'un veut répondre à cette question, c'était celle-là? Eh bien, vas-y alors. Vas-y, réponds donc. Trouve-nous la solution, Lucille. Je ne sais pas si elle est bien formulée. C'est-à-dire que la question, c'est, je ne sais pas si tout le monde la voit, comment inciter, je vais changer de place. Les garçons et les hommes. Les garçons à avoir aussi envie de changer le système. Je pense que la poser comme ça, on rentre à nouveau dans une bicatégorisation. C'est-à-dire qu'on considérait que les hommes sont tous coupables de la reproduction des stéréotypes et que les femmes sont toutes victimes. Or, vous l'avez bien expliqué, on est dans un processus social, des constructions sociales, structurelles, qui sont à déconstruire finalement collectivement, et qu'on soit femme ou homme, si on a envie d'être dans un processus de transformation sociale et de déconstruction des normes dans lesquelles on veut enfermer, essentialiser chacun des sexes. Et justement,
gagner plus de liberté pour les femmes, c'est aussi gagner plus de liberté pour les hommes. C'est-à-dire que si on déconstruit les normes dans lesquelles chaque sexe est enfermé, et qu'une femme peut avoir des codes, adopter des codes qui sont plutôt a priori assignés aux hommes. À l'inverse, un homme qui aurait envie d'avoir des codes plutôt assignés aux femmes, l'idée c'est qu'il ait aussi la liberté d'être dans ce schéma-là. Donc quand on casse les stéréotypes, on les casse pour tout le monde. Et souvent, je me souviens, Claire, que tu avais en formation posé cette question aux étudiants, les étudiants t'avaient posé la question. Oui, mais nous, en tant qu'hommes, si les femmes gagnent plus de droits, on va perdre. Et là, tout l'enjeu est bien de faire comprendre que quand on gagne des droits pour une partie de l'humanité, c'est toute l'humanité qui en gagne, finalement. Cécile, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais réagir un petit peu sur la même remarque et passer la balle, parce qu'on est en plein match de sport co à Isabelle aussi sur cette question-là. La catégorie homme, pas plus que la catégorie femme, est homogène, effectivement, et c'est important de le rappeler. Et parce que moi, la théorie m'aide, je suis désolée, il y en a, c'est la pratique, moi, c'est la théorie. C'est les travaux de Rowan Connell, australienne, qui a vraiment montré qu'il y avait différentes formes de masculinité. Que la masculinité hégémonique, celle qui s'impose comme la caricature, le viril, c'est celle qui est dominante, effectivement, mais qu'elle écrase et qu'elle peut mettre à mal d'autres formes de masculinité. Et puis surtout les travaux de Sylvie Héral et Yves Rebaud qui ont montré que la masculinité virile, hégémonique, elle avait un coût pour les hommes. Elle a un coût. C'est l'accidentologie voiture, c'est la prise d'alcool, c'est la consommation de stupéfiants, c'est voilà, des modes de fonctionnement qui sont problématiques aussi pour beaucoup d'hommes, et d'ailleurs, dont aujourd'hui, vis-à-vis desquels certains hommes cherchent aussi à prendre de la distance, parce que finalement, ils voient bien que déconstruire ces fonctionnements, ça sera positif pour eux. Par contre, la question que je voulais renvoyer à Isabelle, c'est aussi celle de la formation, quoi. On a parlé de ça, mais de façon un peu liminaire. Voilà. Dans le monde de l'informatique, Isabelle, est-ce qu'il y a eu finalement une prise en compte, une mise en place de modules de formation auprès des étudiants, auprès des enseignants, auprès des dirigeants, pour faire comprendre finalement quels sont les enjeux et quels sont les processus possibles pour déconstruire? Parce qu'on ne va pas tous les 5 ans réinventer la Lune. Ça fait 40 ans maintenant qu'il y a des travaux forts, fondateurs en études de genre autour de ces questions-là. Et il faut qu'on puisse capitaliser, c'est-à-dire pas à chaque fois porter les mêmes questions. En STAPS, moi, je fais le constat que c'est pauvre, c'est très pauvre. Et personnellement, je suis même assez pessimiste. Je trouve même qu'il y a 10 ans, on avait dans le champ de l'EPS, on avait des collectifs de chercheuses, on avait des travaux qui étaient connus, voilà, qui aujourd'hui tournent en boucle, quoi. Les gens ont l'impression qu'ils les connaissent parce qu'ils connaissent de nom, mais en fait, les travaux ne sont pas maîtrisés et surtout, ils ne sont pas réactualisés. Donc, moi, je trouve que la relève n'est pas là. Donc, la question de la formation, chez moi, et a fortiori, parce que j'ai une autre casquette aussi aujourd'hui de responsable d'un master sur ces questions-là, je trouve que c'est un levier qui est sous-estimé à l'heure d'aujourd'hui. Isabelle. Avec un micro, c'est mieux. Alors, là, je ne sais pas du tout à quel point vous pouvez faire un parallèle ou pas. Mais je pense qu'il y a 2 choses importantes. Le premier, c'est que oui, certains hommes ont à y gagner, pas tous. Et il ne faut pas être trop angélique en disant tous les hommes vont avoir à y gagner. Alors ouais, sur le plan du marketing, ça peut marcher 5 minutes, mais il y a un certain nombre d'hommes qui vont tout à fait comprendre. Alors, vous voyez ce qu'on m'a dit en maths, il y a des chercheurs en maths qui ont dit « Ah ouais, non mais vu comment la concurrence est rude entre nous, si en plus il y a les femmes, ça va être encore plus dur. » Et ouais. Ben là, au moins, l'avantage, c'est qu'il l'a dit très clairement. Il y a aussi un certain nombre d'hommes qui trouvent très pratique de bénéficier des 2 côtés, c'est-à-dire avoir plus de congés paternité, avoir pouvoir prendre des arrêts en cas de maladie d'enfant, pouvoir faire un certain nombre de choses que les femmes peuvent et qu'il est parfaitement injuste qu'ils ne peuvent pas le faire, et ça je suis bien d'accord, et en même temps rester sur les postes de pouvoir, les hauts salaires, alors voilà, donc sauf qu'on ne peut pas demander aux hommes individuellement de lâcher leurs privilèges
contre pas forcément grand-chose. Donc, c'est pour ça que ça doit être des décisions institutionnelles. Alors, par exemple, moi, en tant que femme blanche, j'ai des problèmes et de milieux socio-professionnels favorisés. Je peux me poser les mêmes questions par rapport à des personnes racisées ou par rapport à des personnes de classe socio-professionnelle inférieure. Hein, ça, c'est très, très clair. Mais on ne peut pas demander aux individus de faire ce choix. C'est pour ça que ça doit être les institutions et le politique qui installent des cadres qui permettent des compétitions égalitaires, parce que culpabiliser individuellement les hommes en leur disant « Oh, vous êtes vilains, vous prenez les privilèges », ou alors leur dire « Vous allez avoir à y gagner », ce n'est pas une réponse individuelle. Alors, en informatique, le levier utilisé, faut dire, alors en informatique, attention, on est à allez, 15% à la louche. Hein. Donc, le levier utilisé est de dire, là, actuellement, on est en train de faire une transition numérique conçue, pensée, paramétrée, installée, maintenue, inventée par une population homogène à environ 85%. On fait du mauvais travail. On ne peut pas imaginer que cette transition numérique pourrait être égalitaire et inclusive avec à la base une population aussi homogène. Il faut inciter les femmes à aller en informatique, ce n'est pas parce que ce sera bon pour elles. Certes, ce sera bon pour elles parce que c'est des métiers passionnants, reconnus avec des salaires, de l'emploi, etc. Mais c'est aussi parce que l'informatique en a désespérément besoin. C'est-à-dire, on va faire une meilleure tech avec plus de mixité, tant de sexe que en termes d'ethnicité. Donc, en fait, le discours actuellement qui est porté auprès des institutions des entreprises, c'est un discours de survie. C'est-à-dire que si vous voulez une transition numérique de meilleure qualité, plus performante, inclusive et également plus juste, et avec des ressources et avec des personnes compétentes à l'intérieur, il ne faut pas regarder dans un vivier qui est homogène à 90%. Je pense qu'en STAPS, même si vous n'êtes pas dans des proportions aussi dramatiques que chez nous, on peut quand même se demander quel sport, quelle pratique, quel métier va-t-on développer si on est obsédé par la masculinité hégémonique ou par les idéaux de la masculinité hégémonique en sport, c'est-à-dire quelque chose de complètement inatteignable, c'est être à la fois grand, musclé, performant, beau, sexuellement attractif, actif, etc., etc. Bref, ce qui correspond à finalement pas grand monde. Si je peux me permettre d'intervenir 5 secondes, on a quand même aujourd'hui une contrainte, nous, dans l'enseignement supérieur universitaire, c'est qu'on recrute via un système très complexe qui s'appelle Parcoursup. Donc, en effet, on peut agir éventuellement à la source en fonction du sexe, moyennant qu'on l'ait dit, que ce soit transparent et qu'on nous autorise à le faire. Parce que ça peut éventuellement être une discussion plus large au sein des conférences de consensus et même au sein du ministère de savoir est-ce qu'on va vers des quotas sur l'entrée dans des filières qui sont plus fragiles ou moins féminisées. Donc ça, c'est un premier point. Et même quand on le fait sur des formations sélectives, alors je vais prendre le problème par un cas particulier, mais moi j'ai un DOS métier de la forme chez moi. Mon collègue veut féminiser la population parce que c'est un secteur qui est extrêmement masculin. C'est vraiment difficile d'avoir des femmes qui postulent. Donc on a globalement favorisé sur les tests de positionnement et sur les oraux les femmes. Malgré cela, on en avait assez peu dans la shortlist des 25 ou des 30 premiers. Et en réalité, dans les 30 premiers, il y avait 10 femmes qu'on est allé chercher parce qu'elles avaient les compétences et parce que la féminisation est nécessaire ou ne semble nécessaire dans ce secteur-là. Et à la fin, il ne nous en reste que 3 parce que les 7 qu'on avait classées, elles sont allées ailleurs parce qu'elles avaient certainement plus d'opportunités, parce que plus scolaires et peut-être moins envie de venir dans ce milieu masculin qui n'est pas facile non plus, je pense, à vivre. C'est ce que disait Madame Collet précédemment, venir étudier dans un climat qui est globalement masculin et peut-être un petit peu macho, voire beaucoup, c'est pas vraiment simple. Donc voilà, c'est aussi comment changer ou comment pouvoir changer de façon très pragmatique les règles de recrutement dans nos filières qui sont assez faiblement féminisées. Moi, à Poitiers, c'est moins de 30% là, cette année de femmes qui vont rentrer en STAPS, a priori, d'après les premiers chiffres que j'ai. Je veux dire, ça commence à devenir catastrophique. Donc, il faut qu'on prenne les choses en main assez rapidement.
Merci. Est-ce qu'on peut donner… Alors, Carole. Oui, non, je voulais juste rebondir là, effectivement, sur ces STAPS et puis la place des femmes dans les STAPS, en sachant que moi, il me semble que le premier enjeu, quand même, c'est d'inciter, d'augmenter la pratique physique et sportive des jeunes filles. Et c'est vrai que l'orientation en STAPS, le fait qu'il y ait plus de femmes en STAPS, le fait qu'il y ait peut-être plus de femmes profs EPS en face des élèves, c'est un levier, mais il ne faudrait surtout pas que cet enjeu fasse disparaître les autres leviers à activer pour comment dire, pour moi, cet enjeu qui me semble au cœur, quoi, de mes préoccupations en tout cas. Et après, effectivement, si la place des femmes en STAPS, c'est d'autres types d'enjeux. J'ai bien entendu les propos de Cécile quand elle dit aussi les phénomènes de violence, quand il y a des disproportions plus importantes. Enfin, c'est vrai que c'est… Voilà, je les comprends, je les partage, mais quand je dis pourquoi inviter les filles ou les jeunes filles à entrer en STAPS, moi derrière, c'est par rapport à l'enjeu d'augmenter et d'inciter les jeunes filles à plus pratiquer. Enfin, qu'on ne se trompe pas non plus sur mes propos, quoi. Je ne dis pas que les STAPS doivent être un lieu pour les jeunes hommes et pas pour les jeunes filles. Hein. C'est surtout pas ça. Je vais redonner la parole à Cécile, mais moi, j'aurais voulu rebondir sur ce que tu dis, Carole. Il me semble que dans ce que je perçois de ce que tu dis, notamment dans la comparaison que tu as faite entre le jokari et le tennis, je veux dire, il y a un niveau de technicité entre les deux qui fait que si on commence comme ça, j'ai peur qu'effectivement, on imagine que pour démocratiser la pratique, il faudra plutôt baisser le niveau de technicité. Or, nous, au SNEP, on a toujours pensé que être exigeant avec les filles, et moi qui travaille à l'école maternelle et à l'école élémentaire, c'est-à-dire avec des tout petits, c'est effectivement en étant exigeant et non pas en disant on va jouer un petit jeu. Non, dès qu'on fait un jeu du loup en maternelle et qu'on travaille sur les stratégies, qu'on travaille sur la prise d'information, eh bien on a des filles et des garçons qui jouent vraiment à égalité. Si je commence à dire bah non, je vais faire un petit jeu de rien du tout et puis je vais changer de main de jeu parce que j'ai peur de faire des différences entre les garçons et les filles, je ne vais pas y arriver. Je pense que… Je crois qu'on est d'accord là, Claire, parce que pour moi, justement, c'est pas en termes de diminution de la technicité, c'est pas ça le levier activé. Pour moi, le levier activé, c'est les formes d'engagement dans la pratique physique, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas d'emblée, qu'on ne privilégie pas une forme d'engagement qui soit celle de la compétition et de l'affrontement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'il y a différentes manières de pratiquer et qu'il faut aussi offrir le choix dans les manières de pratiquer. Là-dessus, je pense qu'on est relativement d'accord. Et offrir le choix dans les différentes manières de pratiquer, c'est pas forcément diminuer le niveau de technicité attendu dans la pratique. Il me semble que c'est deux aspects différents. D'accord. Non, il me semble, que quand tu parles du loup et du prisonnier, il y a aussi des changements de course, la capacité aussi à feinter, à accélérer, que tout ça, c'est mis en jeu. Comme alors le jokari, j'ai peut-être exagéré, mais quand même, il y a des jeux comme ça qui se développent et qui sont vraiment plus orientés par l'échange avec l'autre et permettre au jeu de continuer en s'adaptant en permanence à ce que fait l'autre, plutôt que de casser le jeu et de rompre l'échange. Mais c'est d'autres formes de technicité. C'était plutôt ça, en ce sens que je disais. On peut être aussi dans des sports qui sont soi-disant étiquetés d'affrontement ou voilà. On peut être aussi sur une modalité où le jeu, il consiste à permettre à l'autre aussi de continuer, quoi. C'était simplement ce sens-là. Et c'est des formats, je trouve, qu'on exploite peu ou pas assez, parce que derrière, il y a un modèle sportif compétitif qui, de mon point de vue, après ça se discute, est trop pesant. Et c'est celui-ci que moi j'aurais tendance à réinterroger. D'accord, j'ai mieux compris. Je vais donner la parole à Cécile qui voulait, je crois, réagir. Ouais, c'était juste, je voulais réagir sur le point juste que tu as évoqué avant, Carole,
qui était finalement ce questionnement que tu as, et je le comprends tout à fait au regard de ta position en tant qu'inspectrice générale. Pour moi, c'est pas, je dissocie pas finalement ce qui relèverait d'un côté de la pratique sportive des filles et donc des actions à mener pour augmenter la pratique sportive des filles et les actions à mener du côté de la féminisation des métiers, des filières universitaires et des métiers. Je pense que c'est un système, dit autrement que c'est une espèce de cercle vicieux qui s'auto-alimente. Je vais essayer de prendre un exemple. Si on part, parce qu'il nous faut un point de départ dans cette boucle qui s'auto-alimente, si je pars donc de la question du pourcentage de filles en STAPS, donc de la sous-représentation des filles en STAPS, l'impact de cette sous-représentation des filles en STAPS, c'est la sous-représentation des filles dans certains métiers, on est d'accord? Et notamment là où elles s'orientent le moins, c'est-à-dire par exemple l'entraînement. Aujourd'hui, on a moins de 15% de femmes qui sont qualifiées et qui entraînent sur le terrain dans le mouvement sportif. Et lorsqu'elles entraînent, ces 15%, la plupart du temps, elles sont sur la plus petite enfance. Et plus on va monter vers le haut niveau, et plus on va les perdre. Le fait qu'elles soient très peu nombreuses sur le terrain constitue aussi un problème pour l'identification de ces jeunes filles qui viennent dans les pratiques sportives, qui du coup ne voient pas de femmes entraînées. Du coup, elles ne se représentent pas en fait ce secteur ou ce métier comme possible pour elles. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, elles peuvent aussi, du fait du déséquilibre sexuel, se retrouver dans un système de genre qui fait que le sexisme est présent et que petit à petit, elles décrochent de l'activité du fait de ce sexisme. On a aujourd'hui des résultats. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes entraîneuses ou entraîneurs, suivant qu'on le dise à la française ou à la canadienne, comment on féminise, et que les femmes entraîneurs ne soient pas elles-mêmes porteuses de stéréotypes et ne véhiculent pas aussi parfois des formes de sexisme. Mais je pense en tout cas qu'il faut réfléchir ça comme un système, comme une boucle qui s'auto-alimente. Et féminiser pour moi les métiers, les filières et les métiers, c'est aussi peut-être trouver un levier d'action pour permettre aux filles d'être dans des contextes plus facilement identificatoires, voire plus sécurisants pour elles, pour rester dans la pratique sportive. D'accord, merci. Il y a une demande de parole de Mélanie. Alors, Mélanie, tu te présentes. Hein, voilà. Oui, mais je croyais que tu allais intervenir en tant qu'élue des AS. Donc, voilà. Oui, sur le sport scolaire, puisque vous l'avez pris dans vos leviers d'identification sur la sportivité objective, la participation à l'AS. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé actuellement. Et ça fait partie des leviers que l'UNSS défend, à savoir la pratique des filles. On en entend donc beaucoup parler. Moi, je pense qu'il y a une dérive dans les orientations prises par la direction nationale, puisque on nous développe beaucoup tout ce qui est promotionnel, festif, parce que les filles, elles n'aiment pas la compétition, parce qu'elles aiment s'amuser. Enfin, en l'occurrence, pour aller vers la sportivité, il faut pratiquer régulièrement et pas seulement une fois de temps en temps avec ses copines parce que c'est sympa. Donc, je pense que là-dessus, il y a tout un travail à faire. Et en lien avec le fait aussi que quand on regarde le nombre de sections sportives scolaires destinées aux filles et destinées aux garçons, eh bien, il y a un vrai déséquilibre qui est en place en France sur les statistiques UNSS qu'on a pu avoir. Alors malheureusement, on les a plus depuis 3 ans, mais jusque-là, on les avait, en particulier dans les sports d'opposition, dans les sports collectifs, où là, c'est de l'ordre de 20% pour les filles et 80% pour les garçons. Donc, pour que les filles se sentent compétentes, il faut qu'elles aient les mêmes chances que les garçons, qu'elles aient autant accès au haut niveau sportif, grâce à des sections sportives scolaires, grâce au sport scolaire aussi, et que ça se fait dès le plus jeune âge, à mon avis, pour renforcer effectivement, tout est lié. Plus elles vont être sportives, à mon avis, au collège, plus elles vont prétendre aux options EPS, plus elles vont prétendre aux enseignements de spécialisation, et plus elles vont s'orienter vers les STAPS. Donc, l'enjeu, il est très fort dès le collège, et pour ça, il faut avoir les moyens, donner les moyens de ces ambitions et permettre aux filles d'avoir autant de chances que les garçons de réussir en sport. Alors, j'ai plus de demandes de parole. Est-ce qu'il y a des gens parmi les participants qui voudraient prendre la parole? Parce qu'on n'a pas de demande. C'est pour ça. Alors, attends, je dis à Aurélien qui va devoir nous quitter. Je vous remercie d'avoir été là, voilà, la C3D.
Et puis, merci pour ce temps d'échange et puis de prendre en compte cette problématique. Voilà, on peut peut-être prévoir de se revoir pour travailler sur le sujet avec la CEDROIT des STAPS en tant que SNEP ou Centre PSE Société. Nous travaillons assez régulièrement ensemble avec le SNEP, donc bien entendu, il n'y a pas de souci, on restera à votre disposition pour travailler sur ces sujets-là et certainement d'autres liés à l'orientation, aux moyens et à d'autres thématiques. Merci à toutes et à tous et puis bonne fin de journée. Merci. Très bien, à bientôt. Juste réagir par rapport à ce qui a été dit là. Si avec Marie, on a pris le temps de préciser les limites de l'enquête par questionnaire, notamment sur ce risque d'essentialisation des données, etc., c'est parce qu'en fait, on l'a constaté ces dernières années dans la façon dont étaient utilisées certaines enquêtes sociologiques. L'enquête, par exemple, de 2010 sur les pratiques sportives des Français sortait le résultat que 10% des Françaises déclaraient avoir une pratique en compétition, alors qu'elles étaient presque à équivalence des garçons. Hein, 89% déclaraient avoir une pratique sportive, contre 91% des hommes déclaraient avoir une pratique sportive régulière. Et quand on leur demandait si elles avaient une pratique compétitive régulière, elles disaient plus de 10%. Et de ce résultat, certaines personnes ont finalement essentialisé ce résultat comme étant quelque chose de figé dans le marbre, ad vitam aeternam. Les filles n'aiment pas la compétition. Forcément, moi, en tant qu'historienne, parce que là, j'ai fait de la sociologie là, depuis quelques heures, mais en fait, mon champ de compétences initiale, c'est l'histoire. Je sais à quel point le parcours depuis 100 ans pour accompagner, pour inciter, pour valoriser les femmes dans les pratiques sportives a été semé d'embûches, quoi, a été compliqué. Je sais à quel point cette difficulté ou ce résultat, en tout cas, dans le pourcentage de femmes qui annoncent avoir une pratique compétitive régulière, il est socialement construit et historiquement construit. Je sais à quel point il est. Et donc, c'est pour ça que je dis attention à la façon dont vous interprétez aussi les données sociologiques. N'oubliez jamais que c'est une photographie à un moment T, mais qui s'inscrit en fait dans des processus qui sont complexes. Et moi, je suis heureuse aujourd'hui qu'on ait abordé finalement ces processus et pas seulement les données. On ait questionné des leviers d'action, que ce soit la médiatisation, que ce soit les quotas, que ce soit les modalités de déconstruction des stéréotypes, que ce soit l'évolution des formes de pratique, car bien sûr, je suis d'accord avec Carole quand elle dit qu'il faut savoir valoriser les métiers du care et donc les pratiques qui relèvent en gros de ce champ-là. Oui, mais à condition que ce ne soit pas toujours pour y enfermer que les filles. Il faut les valoriser, mais pour tout le monde, ces métiers-là. Donc, je suis heureuse qu'on ait finalement abordé le fond de la question, mais il n'y a qu'une frustration pour moi qui reste, et c'est la question que j'ai déjà posée tout à l'heure, c'est des modalités de formation. Comment, aujourd'hui, on forme, on se donne les moyens en STAPS, dans le secondaire, dans les concours de recrutement, de poser réellement la question de ce champ de formation, de ce domaine de compétences intellectuelles, scientifiques, pour finalement ne pas tous les 20 ans réinventer la Lune, quoi, autour de ces mêmes questions. Voilà, c'est... Je ne sais pas s'il y a des réponses là-dessus, mais en tout cas, moi, c'est mon... Oui, mais je te rejoins, Cécile, et en même temps, je questionne Carole parce qu'elle est en tant qu'IG aussi dans cette réflexion sur les programmes de concours. Et on avait sur les programmes, que ce soit Greg ou CAPEPS, la question alors soit des dimensions masculines ou féminines, ou des identités sexuées. Ou de l'égalité qui était tombée aussi à l'école. De l'égalité, tout à fait, oui. Et ces items ont disparu dans les champs de questionnement. Quand on regarde les champs de questionnement type oralin, la question de la mixité semble finalement diluée autour de la question de l'inclusion. Donc, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose parce qu'on sait que les concours sont des leviers pour faire changer les pratiques. Alors, le Master MEF est en train aussi d'être complètement rénové. On a dans les séries de modules du Master MEF maintenant explicitement la question de l'égalité des filles et des garçons, mais posée de telle sorte... avec des volumes horaires qui sont très hétérogènes, avec des enseignants intervenants qui ne sont pas toujours bien à jour de ce qui se fait. Donc, avec une inquiétude par rapport à des approches très différentialistes. Voilà, tout à fait. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure un collègue en disant
aujourd'hui, il y a plein de gens de bonne volonté qui ont envie de s'engager vraiment intimement autour de ces questions-là, mais qui n'ont pas les outils, qui sont certes de bonne volonté, mais qui n'ont pas les outils scientifiques, la maîtrise des concepts avec la dynamique phénoménale qu'il y a aujourd'hui, par exemple, autour du concept de genre. Il y a d'énormes confusions dans la profession. Beaucoup de gens considèrent encore aujourd'hui que genre, c'est un synonyme de sexe, quoi. C'est un cache-sexe. Voilà. Donc, alors que ce n'est pas le cas. Le genre, ce n'est pas une variable socio-démographique complémentaire. Il y a vraiment énormément de confusion, d'où, je crois, vraiment la nécessité de former et de se poser aussi la question de remettre cet item spécifique au concours pour forcer, parce qu'on sait que l'item du concours est un levier de formation essentiel, et de penser vraiment ça sérieusement, je crois, dans les INSPE. Non, mais c'est entendu, parce que c'est vrai que nous, le seul poids qu'on ait sur la formation, effectivement, c'est par le biais des programmes. Pour le CAPES, je ne peux pas y répondre. Pour la GREG, c'est présent, on écrit un. Même dans le programme, on parle bien des acteurs et des actrices de l'éducation physique, avec une attention pour que les noms soient des noms d'hommes mais de femmes et à égale proportion. Maintenant, j'entends bien vos demandes, et je vous assure que moi, j'y suis très sensible et que je ferai le maximum parce que je partage aussi ce souci. Et plus largement, c'est la question des formations en STAPS, parce que Carole, tu interviens là sur la question du MEF et de la préparation au concours des enseignements, mais par exemple, en filière entraînement aujourd'hui, alors je parle à l'échelle de mon UFR, mais on est quelques représentants là du FR, généralement, ces questions-là, en filière entraînement, on ne les aborde pas. Or, en filière entraînement, il va y avoir des jeunes filles, des jeunes hommes, il va y avoir des femmes, des hommes, et cette question-là n'est jamais abordée. En APA, c'est très rare, alors qu'on parle aussi de formes de discrimination et de rapports de pouvoir, mais rarement de façon spécifique. Voilà. Il y a Karine Guérandel. Oui, il y a Karine, tu vas avoir la parole. Je crois que Benoît est en train d'activer ton micro. Vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est Karine? Oui, c'est Karine. Oui. Alors, bonjour Karine. Bonjour. Karine Guérandel, donc, qui a fait débuter la recherche avec nous à Lille, qui est maître de conf à Lille. Oui, alors est-ce que vous voulez… Attendez, j'essaie de voir si je peux mettre ma caméra. Bon, c'est pas très grave. Je voulais vous remercier. J'ai écouté la présentation de Cécile et Marie et puis tous les débats que je trouve vraiment très, très intéressants. En fait, c'était simplement pour rebondir sur un ensemble de points qui me parlent dans beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être, je vais commencer par ce que tu disais, Cécile, sur la question des formations. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. Et alors, moi, personnellement, j'ai pas de solution. Et je pense qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de STAPS en France aujourd'hui où, notamment dans les Master MEF, la formation est plutôt intéressante. Et enfin, il y a en fonction des ressources locales, on a des étudiants qui sont plutôt bien formés. Mais je voulais vous faire part d'une discussion que j'ai eue il y a quelques temps, vraiment très très peu de temps, avec des étudiants et des collègues qui enseignent justement en Master MEF et qui m'expliquaient que c'était compliqué parce qu'ils avaient l'impression parfois que leurs étudiants étaient peut-être plus pointus sur ces questions-là que les correcteurs, et que voire même, ils pouvaient avoir des retours sur les que ça pouvait poser question quand ils échangeaient avec des correcteurs du concours qui étaient peut-être moins sensibles aux questions d'égalité que les étudiants eux-mêmes, qui étaient particulièrement bien formés, en tout cas dans certaines formations. Donc du coup, effectivement, c'est la formation des étudiants, mais je suis assez d'accord, je pense que tu as abordé la question, la formation aussi continue des collègues qui enseignent et qui corrigent. Et qui font la sélection à l'entrée en STAPS et qui corrigent les copies à la sortie pour l'obtention du concours. Donc ça, c'était une petite remarque.
je voulais aussi revenir sur ce que tu disais sur la question des entraîneurs sportifs. Je pense aussi, en plus des 2 points que tu as soulevés, et je pense que c'est, si je ne dis pas de bêtises, Aurélien Pichon l'a abordé rapidement aussi tout à l'heure, c'est la question des conditions de travail, c'est-à-dire qu'entraîneur sportif, c'est quand même… Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur l'idée de penser les structures, parce qu'il ne suffit pas d'encourager les jeunes femmes sportives à aller vers des professions si derrière, il n'y a pas de réflexion sur les conditions de travail. Parce que si bon, on le sait, hein, dans les enquêtes, beaucoup de femmes réfléchissent sur la question de l'articulation de leur vie privée, de leur vie professionnelle, de la question des enfants, etc. Et une vie d'entraîneur, c'est quand même assez particulier. Et puis peut-être, j'avais juste, je suis désolée, je suis un peu longue, sur la question des métiers de l'enseignement qui font moins rêver. Du coup, on peut peut-être mettre ça aussi en lien avec la chute, enfin c'est une question là, la chute du nombre de jeunes femmes en STAPS. Vu qu'on sait que, effectivement, ces dernières décennies ou dernières années, on va dire, les métiers de l'enseignement sont assez dépréciés au niveau de la société et qu'on peut supposer que quand les filles rentrent en STAPS, majoritairement, elles veulent devenir enseignantes d'EPS. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien là-dessus? Et dernière remarque, et je m'arrête là, sur la question des quotas. Moi, il me semble, j'ai trouvé intéressant la manière dont les choses ont été posées. Et alors, c'est une remarque très générale. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais il me semble quand même que c'est important aussi de croiser la question des quotas genre et classe sociale. Je dis ça parce que dans d'autres filières, et notamment dans certains concours de la fonction publique, la question des quotas se pose. Et dans les enquêtes, on voit bien que finalement, défendre la présence des femmes, c'est finalement faire rentrer des jeunes femmes plutôt des classes aisées. Et là, on sait bien aussi que statistiquement, ce sont les femmes des classes favorisées qui pratiquent plus que les jeunes femmes des classes populaires. Donc finalement, c'est faire rentrer des classes sociales sup par exemple dans la filière, et sans doute au détriment des garçons des classes populaires qui auront, on le sait, des dossiers scolaires moins importants, sans doute moins bons. Donc ça va. Alors, je dis pas que c'est mieux ou pas bien. Enfin, c'est pas mon propos, mais je me dis que c'est intéressant quand même dans cette question des quotas d'amener, croiser avec la classe sociale en tout cas pour au moins savoir ce que ça va produire. Et c'est sûr que ça va sans doute, il me semble, sans doute être très favorable à des jeunes femmes, mais pas n'importe lesquelles. Et sans doute être défavorable à certains garçons, à certains jeunes hommes, et pas n'importe lesquels non plus. Voilà, bon, c'est simplement une remarque qui m'est venue quand je vous ai entendu. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour toutes vos présentations et vos réflexions. Je trouve qu'il faut avancer. Merci. Oui, moi je me permets de dire, Karine, que la dernière question que tu poses me paraît vraiment très importante, surtout pour un syndicat comme le SNEP, qui est très attaché à la réussite de tous, et en particulier les enfants des milieux populaires, parce que si une question se pose, imaginons qu'on mette des quotas dans la filière STAPS et qu'on n'en mette pas dans la filière d'à côté, effectivement, on peut déséquilibrer l'entrée des garçons à l'université. Donc, c'est vrai que ça pose vraiment tout un tas de problèmes. Donc, je trouve que la question, elle mérite d'être posée et mise vraiment dans la problématique. Alors, je crois excuse-moi, justement, tu me donnes, en t'écoutant, tu vois, de suite, je rebondis, excuse-moi, c'est juste… évidemment, un des moyens, après, voilà, c'est-à-dire, je pense qu'il faut réfléchir à cette question-là quand on pose la question des quotas, mais elle peut peut-être être résolue, en tout cas, nous, là, moi, j'enseigne dans un IUT, par d'autres biais, c'est-à-dire imposer aussi des quotas de boursiers ou des quotas de filière bac pro ou bac techno. Voilà, nous, c'est comme ça que ça marche, en fait. On nous impose, nous, c'est imposé. En IUT, on a un quota de 40% de bac technologique. On a un quota
je crois que c'est 40% aussi de bac de boursiers. Et il me semble que ça permet peut-être de contrebalancer ce que je viens de dire. Mais bon, voilà. Mais alors, du coup, est-ce qu'on arriverait à avoir avec ces quotas-là le nombre de filles requis? Là, je ne suis pas sûre. Mais bon, voilà. En tout cas, merci Karine. Ingrid, tu voulais prendre la parole ou ta question, elle est tellement vaste que vaut peut-être mieux que tu la resserres. Elle est partie. Alors, il y a Pierre, oui, il y a Pierre. Oui, merci. Juste relier un peu les éléments donnés autour des encouragements, découragements au processus d'orientation, donc qui se fait d'abord principalement dans les établissements scolaires. Et le prof d'EPS, il est souvent au cœur de la relation du futur étudiant en STAPS. Et le prof d'EPS, il est là avec ses représentations liées à sa formation, liées au moment de sa carrière. Est-ce qu'il est peut-être un peu désabusé? Est-ce qu'il est au contraire surmotivé? Et il y a ce filtre-là. Et par exemple, parce que nous, on est dans un petit territoire, c'est facile de tout mailler. On a tout maillé du reste grâce au SNEP, notamment. Et on a des enseignants de PS qui découragent effectivement des élèves et des lycéens par rapport à la difficulté du CAPES, etc. Après, cette évolution, alors je ne sais pas, je dirais entre 10 et 20% des entrants de première année sont ensuite, quelques années plus tard, en formation au concours, ne le réussissent pas forcément, sont en formation au concours. Et c'est donc, je pense que ça va être un processus encore plus partagé, encore plus collectif. Bien sûr, les COP psy, les autres profs de terminale, et puis on a du travail collaboratif à faire, mais nous, on est persuadés que les enseignants de PS peuvent être au cœur de ça, et ils sont déjà. Sur la dimension, alors on parle des concours, on parle de la formation des enseignants, alors juste ne densifiez pas trop les programmes de formation des concours, pensez aux filières STAPS qui sont exsangues. Il y a par exemple des développements, alors Cécile connaît ça très bien, il y a effectivement des propositions, y compris dans les universités, toutes filières confondues, autour des problématiques d'UE, égalité femmes-hommes. Dans le chat, il y avait une question sur les recrutements d'enseignants. Je regardais l'autre fois, ça a peut-être été traité par la recherche. Les postes de responsabilité dans les universités, ce sont des vice-présidentes à la culture, à l'égalité, à la vie étudiante, et je ne sais pas, à l'animation, et je vais être très désagréable, peut-être à la couture, etc. Dans les vice-présidents institutionnels, il y en a très peu, et c'est bien sûr significatif des difficultés qu'on connaît. Et par rapport aux notions de conditions de travail et de penser les structures, on travaillait hier sur les aspects. Les filières STAPS et les métiers sont aussi très tubulaires. On est entraîneur, point barre. Et on est entraîneur tout le temps de son groupe d'athlètes qu'on ne veut pas partager. Il y a aussi là des mécanismes de domination qu'on connaît bien, alors sans dire que voilà, tout se termine comme le film Slalom ou des choses que l'on voit dans l'actualité, mais il y a une vraie réflexion sur aussi des polyvalences de métiers pour ne pas être toujours dans une pression temporelle, etc., qui est de toute façon, quoi qu'on en dise, défavorable aux femmes et qui permet de renforcer la domination masculine. Un exemple, je travaille sur une structure, une structure où il y a beaucoup d'entraîneurs, et on est passé d'entraîneurs qui entraînaient tous les jours à des gens qui entraînent tous les jours, mais en fait à 3. Et ils ont d'autres activités qui se situent en journée, etc. Et ce qui peut permettre difficilement de féminiser aussi la pratique de l'entraîneur. Voilà, sinon, juste pour Cécile, les entraîneurs en ski alpin, ça avance pas vite. Je propose qu'on ait... Ah, ça y est, vous vous réveillez les copains. Alors, Nolwenn, vas-y. Ah, vous m'entendez? Ça y est, on t'entend.
Bonjour, je suis désolée, je n'ai pas pu suivre toute l'après-midi, mais c'est très intéressant, avec des questions qui m'animent beaucoup. Je suis récemment, depuis l'année dernière, formatrice en MEF à Brest, à l'INSPE. Et pour rebondir sur les questions de tout à l'heure, au-delà des quotas, ce qui m'anime un peu, moi, c'est surtout les visites de stage où je vois beaucoup d'étudiantes qui doutent un petit peu plus, qui se sous-estiment. En bilan de visite, on a beaucoup d'étudiantes qui trouvent que c'est pas bien ce qu'elles ont fait, qu'elles auraient pu mieux faire. Bon, des choses qu'on trouve pas forcément toujours chez les garçons. Et moi, c'était plus ça qui m'inquiète sur la... Je peux mettre ma vidéo, pardon, je ne l'avais pas vue. C'était plus ça qui m'inquiète sur la formation, parce que finalement, pour une majorité de filles, je les trouve très en manque de confiance et tout ça, alors même qu'elles sont en M2 MEF, quoi. Donc, elles ont une expérience, elles ont des stages, elles ont la même expérience que les garçons. Et c'est plus ça qui m'inquiète. J'ai l'impression d'aller les chercher, de ne pas réussir à les accompagner dans leurs doutes, des choses comme ça. Et je trouve que, on entendait tout à l'heure des étudiants qui sont bien formés. Moi, je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve qu'aussi des enseignants à l'université et sur le terrain, cette focale, par exemple, sur de binômes filles-garçons en stage, bon, bah voilà, se jouent des choses d'occupation d'espace, d'occupation de prise de parole, dans le même binôme même du stage. Et ça, si on n'a pas ces lunettes pour voir ça, on peut juste se dire que la fille, elle est moins à l'aise en fait pour animer sa séquence, ce qui est rarement le cas finalement. Et donc, voilà, je trouve que même une fois qu'on arrive en M2, il y a des choses qui se jouent qu'on pouvait retrouver en 6e, je trouve, avec des collégiens et des collégiennes. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un constat qui m'a un petit peu, qui me questionne beaucoup. Merci. Merci Nolwenn. Loïc, tu veux la parole? Je crois qu'il y avait Isabelle qui avait demandé avant moi, donc pour respecter l'ordre. Isabelle. J'ai plein parlé déjà, alors c'est pas grave, mais je vais faire court. Moi, je forme des enseignants et des enseignantes à la question du genre en éducation primaire et secondaire de manière obligatoire et évaluée depuis 10 ans à Genève. S'il y a une chose qui marche, c'est que est-ce que la question du genre se pose toujours? Tout le monde dit oui. Alors, s'il y a une chose qui marche, c'est la prise de conscience. Tout le monde sait, alors je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais personne n'oserait dire c'est pas un sujet. Et quand il y a quelqu'un qui ose dire ouais, mais le problème, c'est l'échec scolaire des garçons, il y a quelqu'un d'autre qui sera là pour lui dire c'est pas une question de performance, mais de rapport au savoir. Donc, et les écoles, elles font des choses, elles font pas toujours des choses bien ou pertinentes ou vraiment efficaces, mais c'est un sujet. Et ça change déjà beaucoup les choses. C'est-à-dire que le canton de Genève soit au courant que le problème se pose toujours, et puis ensuite, tant qu'à faire, on va essayer de faire les choses bien. Le fait qu'il y ait 18 heures obligatoires et explicites sur les questions de mixité filles-garçons qui doit arriver dans les INSPE, zut, je ne m'étais pas mise à jour, même si je constate que la lettre envoyée aux directions des INSPE est arrivée à peu près 15 jours avant que les INSPE doivent rendre leur maquette, hein. Mais bon, le fait est, la lettre, elle est arrivée quand même. Je veux dire, le mot explicite, il doit être écrit au moins 4 fois dans la lettre. Donc, c'est quand même, on avait bien compris qu'avant, dire qu'il fallait le faire en transversal, on avait bien compris que ça ne marchait pas. Alors maintenant, évidemment, je suis d'accord avec Ingrid, qui est sous l'orage et qui peut plus se connecter avec nous. La question, c'est qui va faire ces formations? Et quand j'entends dire que parfois les étudiants et étudiantes sont plus compétents que les personnes qui les corrigent, ça me fait froid dans le dos, parce que je pense effectivement que ça peut tout à fait arriver, mais on va dire ça y est, on a le pied dans la porte, quoi. C'est-à-dire il y a 18 heures obligatoires en transversal et en disciplinaire, et il va falloir trouver des gens pour faire ces cours, et il y a une pression de la part des études genre. Une grande différence que je vois entre le moment où moi j'ai cherché du travail dans les universités ou les INSPE en France et maintenant, c'est que maintenant, on a des personnes qui ont une spécialité genre qui postulent ou des personnes qui mettent en avant une des dimensions genre de leur profil, qui postulent sur des postes de maître de conf, et c'est plus honteux.
On n'est plus obligé de cacher le fait qu'on fait du genre au profit de disciplines plus reconnues. Donc ça, c'est mon moment un peu optimiste. Moi, je pense que la formation des enseignants et enseignantes est absolument fondamentale et la formation des formateurs d'INSPE est absolument fondamentale. Là, on a quand même une vraie porte ouverte qu'il faut absolument investir dans les INSPE pour que ces 18 heures se fassent et se fassent avec des gens compétents et compétentes. Et puis l'autre chose, je sais que votre ministre, il n'est pas super chaud sur le langage inclusif, mais quand même, je vous assure que ça marche pour de vrai. Et même si c'est pénible, il faut quand même faire un effort pour dire les étudiants et les étudiantes et pour ne pas parler du sport comme masculin. Merci Isabelle. Loïc. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, Cécile et Marie. Juste, je rebondis un tout petit peu, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais sur la formation, en effet, la lettre de cadrage est arrivée tardivement, alors 15 jours avant que les maquettes, la date limite pour rendre les maquettes, ou quasiment au moment où les maquettes étaient déjà rendues, on peut ajouter. Et c'est aussi, ce qui est aussi important à considérer, c'est qu'il y a une autre lettre de cadrage sur les questions de laïcité qui, elle, été diffusée plus massivement et qui, du coup, a orienté, je pense, un certain nombre de choix faits dans une pluralité d'INSPE. Donc, il y a quand même un chemin qui va devoir être supplémentaire à faire sur les questions de formation, la mise en place de ces modules de formation à l'égalité, au-delà des intervenants, au-delà, voilà, pour qu'elles puissent être positionnées dans les maquettes. Du coup, ça, c'était pour rebondir, mais ma question, c'était pour revenir sur la première question que j'avais posée, parce que c'était je remercie Christian qui avait traduit la question, et c'était sur les classes moyennes. Donc, je voulais la reposer. Alors, ce n'était pas les classes moyennes. Alors, on sait en effet, du point de vue social, la complexité des manières de se dire, la diversité des catégories socio-professionnelles. On sait combien cela est difficile. Et en fait, c'est un moment, je crois, dans votre présentation, où vous avez utilisé, ou c'est peut-être moi qui ai projeté ça, mais les classes moyennes de la sportivité. Et donc, ma question, c'était sur cette approche, il y avait les traits sportifs, la sportivité qui était divisée en 4 niveaux. Et donc, ces deux niveaux intermédiaires, voilà, je ne sais pas si vous avez utilisé le mot classe moyenne à ce moment-là ou si c'est moi qui ai utilisé le mot classe moyenne, mais ça m'a fait penser à cette zone un peu molle des classes moyennes. Et c'est probablement dans cette zone un peu molle des classes moyennes qu'il y a la plus grande diversité, la plus grande hétérogénéité, mais qu'il y a aussi probablement un travail important à fournir. Donc voilà, c'était pour vous inviter à apporter quelques compléments sur les classes moyennes de la sportivité. J'essaye de reprendre, Loïc. En fait, on a parlé de classes de sportivité, effectivement. Et on a parlé de classes de sportivité. Dans ces classes de sportivité, on a identifié 4 niveaux. Et donc, effectivement, le niveau 2 et le niveau 3 étaient des niveaux plutôt de sportivité moyenne. C'est tout? Ouais. Non, mais c'est pas du tout. Alors, du coup, c'est vraiment moi qui ai projeté ces classes moyennes. Mais on sait, du point de vue social, tu l'as dit, Marie, la difficulté à positionner les individus des classes moyennes. Voilà, est-ce que dans cet entre-deux, et donc, du coup, je me posais, voilà, c'est plutôt une réaction. Je me disais qu'il y a peut-être, du point de vue de la sportivité, parce qu'en fait, tout en haut, les plus sportifs, la classe 4, voilà, on prêche des convaincus. Tout en bas, voilà, c'est un endroit qui est plus difficile d'accès. Et donc, dans cet entre-deux, donc voilà, j'appelle ça les classes moyennes, mais donc ces classes à la moyenne des deux autres, je me dis que voilà, c'est peut-être là qu'il y a la plus grande diversité, mais voilà, c'était c'est une piste de réflexion sur cet entre-deux, sur les classes moyennes de la sportivité. Tu as raison, après cet entre-deux, on ne peut pas le cerner avec cette enquête, malheureusement. On n'a pas les moyens de le cerner, de le discerner, parce que les réponses au questionnaire ne sont pas suffisamment précises. Et ce n'était pas le cœur, finalement, non plus de l'enquête, tout simplement. Donc après, oui, effectivement, on peut penser aux travaux de Christine Ménesson sur cette question. On l'a très, très bien, d'ailleurs, exploré, finalement, ces catégories ou ces classes moyennes au regard du capital économique ou culturel qui était plus ou moins prépondérant, pour voir un petit peu quel type de culture sportive était privilégié dans les stratégies parentales. Mais bon, on n'est pas sur un travail qualitatif qui nous permet cela. Ok, non, mais c'est super intéressant. Voilà, c'est pour rebondir là-dessus, sur ce point en tout cas. Oui. Écoutez, il est 17h05, on devait finir à 17h, donc on va pouvoir clore cette réunion.
Moi, je voudrais remercier évidemment tous les intervenants de la table ronde, tous les participants. Alors, juste pour vous dire, vous avez vu au niveau des spectateurs, on a eu un chiffre qui était autour de 50, 60. Il faut savoir qu'il y avait 200 inscrits. Alors, il y a eu évidemment, les collègues de STAPS ou d'INSPE, au dernier moment, ils ont eu des réunions et qu'ils n'ont pas pu venir. Donc, j'ai reçu de nombreuses excuses. Et puis, pour les profs de lycée qui étaient très nombreux à s'être inscrits, malheureusement, aujourd'hui, c'était des surveillances de bac et leur chef d'établissement n'a pas accepté qu'ils viennent se former, ce qui est bien dommage parce que je pense que c'était une excellente séance de formation au genre cet après-midi. Donc, voilà, j'espère qu'ils seront nombreux à écouter le replay de cet après-midi, que moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé très, très, très intéressant. Et donc, je voulais juste dire 3 choses. Je ne vais pas commencer des remerciements, à part Cécile et Marie, parce que sinon, je vais en oublier obligatoirement. Je voulais dire que côté formation, si vraiment vous voulez vous former au top niveau des études de genre et de sport, eh bien, inscrivez-vous au Master Egalabs à Lyon. Cécile sera ravie de vous accueillir. Sinon, évidemment, essayez de porter tous les meilleurs modules possibles dans les INSPE et dans les STAPS. Du côté du SNEP, je pense qu'on va s'atteler maintenant à populariser les résultats de cette recherche, organiser des stages, organiser des formations, puisqu'on a droit à des formations syndicales et le SNEP prend vraiment sa part dans la formation des enseignants. Et je pense que l'année prochaine, grâce à cette recherche, on pourra organiser des formations sur l'égalité en EPS et évidemment sur filles et STAPS, mais plus largement l'égalité en EPS. Et puis, pour vous dire, s'il y a des gens intéressés, des profs de PS, au SNEP, il y a un secteur égalité et donc vous pouvez faire partie de ce secteur égalité si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie. Alors, Benoît, tu peux rajouter l'adresse éduc, par exemple, éduc@snepfsu. Vous contactez, vous dites que vous êtes intéressé par le secteur égalité, puis on transmettra aux copains, Lucille, Sonia, Benoît et Sébastien qui s'en occupent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon vent, bonne fin d'année, et puis rendez-vous à l'année prochaine. Peut-être qu'on vous sollicitera pour continuer à travailler sur le sujet. Au revoir. Un grand merci, et puis à bientôt, et puis bonne continuation. Et puis bravo pour l'engagement. Voilà.